Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Julien. Bonjour Julie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On est à Station F encore, c'est le deuxième épisode que je tourne à Station F. Si je t'explique un peu comment va se dérouler l'interview, il va y avoir plusieurs parties. Une première partie plus savoir où tu as grandi, d'où tu viens, quelles études tu as faites, après tes premiers pas dans la vie pro, est-ce que tu as été en cabinet, est-ce que tu as été en entreprise, est-ce que tu es en BIC, comment tu as vécu l'expérience, tes activités associatives, etc., jusqu'à en arriver à où tu es aujourd'hui. Donc si tu peux peut-être juste te présenter en 30 secondes pour un peu faire le teasing de l'épisode, qui est Julien Younes aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Ok, ouais, avec plaisir. Julien Younes, 28 ans. J'ai lancé mon cabinet il y a de ça un peu moins de 6 mois, début janvier. En parallèle, je bosse dans une start-up et je suis, j'imagine, comme quasiment tous les gens que tu as interviewés, expert comptable, commissaire aux comptes. Pour l'instant, oui, mais il y aura des profils aussi qui ne sont pas forcément experts comptables. Ok, top. Et ton cabinet, tu as une spécialisation quand même ? Ouais, complètement. J'ai une spécialisation. Alors en fait, moi, la petite particularité, c'est que je me suis lancé tout seul sans vraiment me lancer tout seul. Je me suis associé avec un cabinet de fusion-acquisition. Et en gros, on a créé un cabinet de conseil, entre guillemets, à côté du cabinet de fusion-acquisition, qui fait tout ce qui touche aux transaction services, dans le cadre d'acquisition et de cession. C'est les audits d'acquisition et de cession. L'évaluation d'entreprise, le financement, assez diversifié, que ce soit de la levée de fonds, du refinancement de dette, mise en place de montage avec des OBO ou autres, enfin tout ce qui touche au financement. Et dernière partie, c'est tout ce qui est commissariat spécifique sur des commissariats aux apports, augmentation de capital, attribution d'actions gratuites, en gros tout ce qui touche aux opérations en capital, de haut de bilan. Ok, ça marche. Ben, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus précisément, peut-être d'expliquer vraiment ce que c'est, parce que des fois c'est des mots qu'on peut entendre, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc si on commence par le début, alors est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né, toi, Julien ? Alors moi, pour la petite histoire, c'est assez improbable. Je suis né aux États-Unis, à Détroit, parce qu'en fait mon père, donc qui est médecin, avait fini ses études de médecine lui-même à la base, donc est un immigré libanais. Il a grandi au Liban, il a vécu au Liban, il a passé tout ce qui est concours pour pouvoir devenir médecin en France. Et donc c'était à l'époque, enfin ça l'est toujours autant je pense, même si je connais pas trop le système actuel, mais c'est très sélectif. Il a réussi à obtenir les examens et il est resté ici, et il a fini ses études de médecine. Et en fait, quand il a fini la médecine, il a voulu faire un doctorat et de la recherche, et il est parti faire sa recherche aux États-Unis. Et ma mère l'a rejoint parce que forcément ils étaient mariés, ils voulaient vivre ensemble, et donc petit Julien est parti naître aux États-Unis. Alors, je suis pas resté longtemps là-bas, je suis resté 6 mois. Et après, on est revenu en France, donc j'ai la nationalité américaine sans parler anglais. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, et je crois que quand on a la nationalité américaine, tu me diras si je me trompe, mais on doit faire une déclaration de revenus. Oui, tout à fait. On n'en parlera pas. C'est une petite particularité. Effectivement, en fait, le fait d'être ce qu'on appelle ressortissant américain, en gros, il y a quelqu'un qui a créé une association d'ailleurs là-dessus que j'ai trouvé assez intéressante, que je suis, qui s'appelle les Américains accidentels. C'est un peu la spécificité, c'est que quand tu es né aux États-Unis et que tu as la nationalité américaine, tant que tu n'as pas renoncé à la nationalité, parce que ça coûte quand même quasiment 3 000 € de renoncer à la nationalité, tu es obligé de déclarer tes revenus, tu es obligé d'avoir des formalités spécifiques au niveau des banques, et donc mine de rien on s'en rend pas forcément compte parce que c'est vrai que c'est une infime partie de la population, mais c'est quelque chose de très contraignant, parce que typiquement si je veux ouvrir une assurance vie en ligne je peux pas,
parce que je suis américain. Si je veux ouvrir un compte bancaire en ligne dans les banques type que Boursorama, Fortunéo ou autre, je peux pas parce que je suis américain, et qu'ils veulent pas parce qu'il y a des formalités trop contraignantes pour eux avec toutes les obligations qui ont été mises en place par les États-Unis. Et en fait, c'est une loi qui s'appelle la FATCA qui a été mise en place par les États-Unis, qui est que les Américains, ou du moins l'administration américaine, a un droit de regard sur tous les ressortissants américains dans le monde entier, même s'ils n'ont jamais vécu aux États-Unis. Et donc tous les comptes bancaires ouverts, toutes les déclarations de revenus doivent être contrôlés par l'État américain. Et si tes revenus dans l'État dans lequel tu vis, l'impôt que tu payes sur les revenus est inférieur à ce que tu devrais payer aux États-Unis, tu es censé payer le complément aux États-Unis. Bah ça va, en France, t'es tranquille. Hein. En France, t'es tranquille sur le travail, mais sur le patrimoine, il y a beaucoup de fiscalités qui sont intéressantes en France, avec des abattements, des allègements, choses qu'on connaît bien quand on est expert comptable et commissaire aux comptes, qui n'existent pas aux États-Unis. Et donc, quand tu commences à avoir du patrimoine, ça commence à être plus embêtant déjà. Ok, bon bah super intéressant. Et donc t'es né aux États-Unis, après tu rentres en France ? Ouais, tout à fait. Je rentre en France 6 mois après, donc après avoir vu des Youski, ça m'en rappelait ou autre. Je rentre en France et je grandis en banlieue parisienne, dans le sud de Paris, dans une ville qui s'appelle Antony, que les gens connaissent avec le RERB, parce que tu peux aller directement à Orly pour aller prendre l'avion. Et t'étais quel type d'enfant, toi, quand t'étais petit ? T'étais plutôt sage, plutôt turbulent ? Alors, de ce que j'ai entendu, parce que moi je m'en rappelle plus trop, j'étais très turbulent, je pense que j'avais un tempérament un peu hyperactif. Ça veut dire que mes parents me disaient t'es ingérable, partout, je bougeais tout le temps, tu cassais tout, tu voulais essayer d'ouvrir les trucs, de les refermer, tu n'y arrivais pas, tu cassais tout. Donc j'étais assez dynamique, mais j'étais quand même de ce qu'ils m'ont dit, hein, mais je me rappelle plus trop moi non plus, mais j'étais quand même assez sage, enfin pas sage, mais plutôt intéressé par certains sujets, et donc être capable d'être attentif à des sujets qui m'intéressaient, quoi. Ok, et du coup à l'école, ça se passait comment ? Alors t'étais plutôt dans le fond de la classe, si t'étais turbulent, non ? C'est une bonne question. Je crois que j'ai eu différentes phases en fait à l'école. Au tout début, j'ai eu des problèmes, c'est un grand mot, mais quand j'étais petit, en maternelle, en primaire, en fait, alors c'est pareil, encore une fois, c'est mes parents qui me disent ça, mais je voulais toujours donner mon avis quand j'étais petit, donc du coup, j'étais un peu autoritaire avec mes camarades de classe à l'école. On va dire en primaire, sur le début de la primaire, CE2, CM1, ça s'est calmé. Et après, collège, j'étais un élève correct. J'étais pas hyper intéressé par l'école. J'avais des bonnes notes, je me débrouillais bien, mais j'étais pas passionné par ce que je faisais, ce que j'apprenais. Je pense que j'avais du mal peut-être à rester concentré en classe et à apprendre des choses les unes après les autres de cette manière-là. Mais je me débrouillais, je faisais en sorte que ça aille. Et du coup, j'étais un peu moins impliqué, je pense, dans l'école progressivement sur collège, lycée. Et à l'époque, tu avais déjà des idées de métier que tu voulais faire ? Pas du tout. Moi, à l'époque, j'étais dans une période un peu rebelle quand j'étais jeune. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on travaillait, à quoi ça servait. Je voulais être tranquille. Tu comprends aujourd'hui, du coup ? Ah oui, bien sûr. Sinon, je serais pas là. Mais ouais, complètement. Enfin, à l'époque, dans ma tête, je me disais, je vais à l'école parce qu'il faut aller à l'école. Je ferai en sorte d'avoir mon bac et puis je verrai plus tard. Mais je me posais aucune question. Et c'est vrai qu'avec le recul, je pense que c'est bien de le faire, ou au moins de se poser des questions, d'être curieux. Mais c'est vrai que pour le coup, j'étais un très mauvais élève là-dessus. Et justement, pour le bac, alors, t'as choisi quelle spécialité, toi ? Déjà, est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que c'est tes parents qui te l'ont imposé ? Comment ça s'est passé ? Je dirais que c'est par défaut, mais en même temps, ça m'allait bien. J'étais très fort en sciences. Je comprenais très bien tout ce qui est mathématiques, démonstration, et j'aimais bien ça. C'est quelque chose qui, intellectuellement, me stimulait. Le fait d'essayer de comprendre les démonstrations, d'être capable de les expliquer, etc. La physique, j'aimais bien aussi. SVT, un peu moins. Il y avait un peu moins de mathématiques, de chiffres, c'était un peu plus de la science, de la compréhension, donc ça m'intéressait un peu moins, mais bon, c'est quand même très intéressant avec le recul. Et donc j'ai fait S, entre guillemets par défaut, parce qu'on m'a dit que c'était la meilleure voie, que tu étais sûr d'avoir ce que tu voulais après, parce que j'étais à l'aise dedans et que j'aimais bien, et que du coup, comme les deux convergeaient, on s'est dit pourquoi pas, quoi. Et t'as eu ton bac du premier coup ? Ouais, bac du premier coup. J'ai eu mention assez bien, je crois. En gros, encore une fois, ça montre un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je crois que j'ai eu 16 en maths, 16 en physique, avec SPMat. Et j'ai eu, je sais pas, 6 ou 7 en philo, 7 ou 8 en espagnol. J'étais vraiment pas constant, quoi. Je me concentrais sur mes points forts, que j'aimais bien, et du coup, ça me dérangeait pas de les bosser un peu, de faire des exos,
parce que ça me stimulait, ça m'amusait. Mais par contre, tous les trucs qui m'amusaient pas à l'époque, et qui maintenant m'amusent beaucoup, parce que la philo, j'aime bien, je trouve ça très intéressant. Mais à l'époque, ça me saoulait de me dire, faut que j'apprenne par cœur et débiter des mots de A à Z en répétant, quoi. J'étais très mauvais et pas un bon élève. Et justement, alors après le bac, il faut choisir une école. Donc toi, t'as fait comment pour choisir? Est-ce que à l'époque, t'avais déjà une idée plus précise de ce que tu voulais faire ou pas du tout? Non, toujours pas. Honnêtement, ça arrivait assez tardivement et un peu sur le tas. Mais moi, quand je suis sorti du bac, en gros, c'était toujours en concertation avec mes parents parce que je savais pas trop, je me posais pas trop ce genre de questions et donc j'étais pas trop concentré là-dessus initialement. Mais on s'était dit que la prépa, c'était pas fait pour moi. Parce que au vu de la charge de travail qui est assez conséquente et qui, je pense, est une bonne école avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est formateur. Je pouvais pas faire de prépa, enfin trop compliqué. La fac, j'étais trop turbulent, je faisais ce que je voulais. Donc mon père était un peu en panique, il me disait attends, à la fac tu vas faire n'importe quoi, enfin tu vas faire n'importe quoi. Tu vas pas forcément aller à la fac si t'as pas l'obligation, t'es pas suivi, t'es pas cadré. Donc j'avais postulé pour aller en IUT GEA quand même parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Je m'étais dit gestion d'entreprise ça m'intéresse. Peut-être la chose que je voulais faire quand j'étais petit, et c'est quelque chose qui entre guillemets veut tout et rien dire, c'est faire du commerce. Parce que j'avais un oncle qui avait fait du commerce, qui avait très bien réussi, qui vivait une belle vie et qui faisait des trucs vachement intéressants. Il avait développé de l'import-export entre l'Afrique et la Belgique, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, je trouvais ça trop intéressant de me dire que tu peux voir plein de choses, découvrir plein de choses grâce au commerce. Donc, je voulais faire du commerce. Et donc, je m'étais dit que GEA, ça se rapproche un peu du commerce, t'as de la gestion d'entreprise, tu comprends comment ça fonctionne. Donc, j'avais postulé pour un IUT GEA, j'étais sur liste d'attente. Et j'ai pas eu à l'époque la motivation pour aller dans l'IUT, leur dire je suis intéressé et prenez-moi. J'étais que sur liste d'attente. En parallèle, j'ai passé des concours pour une école de commerce post-bac. J'ai eu les concours de l'école de commerce et donc j'ai été dans l'école de commerce post-bac. Ok, donc toi, t'as été en école de commerce. Tout à fait. J'ai démarré, sorti du bac directement en école de commerce. Et alors, est-ce que ça correspondait à ce à quoi tu t'attendais alors, l'école de commerce? Je m'attendais pas à grand chose à l'époque, donc je pourrais pas te dire si ça correspondait à ce à quoi je m'attendais. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est assez formateur dans le sens où tu vois différentes matières, que ce soit du marketing, de la communication, du commercial, des techniques de vente, de la compta, de la fiscale, de la finance. Donc c'est assez intéressant dans le sens où c'est assez diversifié et donc tu as un peu le champ des possibles quand tu rentres à l'école. Peut-être que avec le recul, j'aurais aimé approfondir un petit peu plus certaines matières, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant dans le sens où, comme je le dis, quoi, sur les 3 premières années, tu vois vraiment différents types de matières qui te permettent un peu de te faire ta culture générale de ce que c'est que un peu le commerce et le business des entreprises. Et il y avait une forte vie associative que je trouvais assez intéressante, où j'ai été dans une liste BDE en première année. Bon, malheureusement, on a perdu. Après, j'étais dans une association qui s'appelait Média, où on faisait un peu les JT et autres. Moi, j'étais plutôt sur la partie trésor, parce que je trouvais ça plus marrant. Et je faisais pas trop les contenus, parce que je suis pas un pro de la com. Mais donc, c'est assez intéressant, parce qu'à la fois, tu as une partie un peu associatif, où tu rencontres des gens social, et en même temps, tu as une partie assez diversifiée en termes d'apprentissage. Mais le problème avec les écoles de commerce, c'est que ça dépend aussi beaucoup de l'école dans laquelle tu es. Non, enfin, en tout cas, au niveau de la réputation, après, quand tu cherches un job. Oui, alors, oui, bien sûr, bien évidemment. Et c'est comme tout. Enfin, même quand tu vas à la fac, ça dépend de la fac dans laquelle t'es. Si t'es dans une bonne fac, t'as une réputation qui est plus ou moins intéressante. Donc, je dirais que ça s'applique à tout type d'école, que ce soit de l'école de commerce, de la fac, de l'IUT, de l'école d'ingé, du BTS, enfin, peu importe, je pense que c'est partout pareil. Mais je pense que la force des écoles de commerce, c'est quand même que, et pourtant, j'ai pas fait la meilleure école de commerce de Paris, hein. Moi, quand j'y étais à l'époque, elle était dans le top 20, je dirais, des écoles de commerce hors post-bac, donc en prenant les postes prépa, top école, etc. Dans les écoles de commerce post-bac, elle devait être dans le top 3, top 5, un truc comme ça. Mais quand même, tu vois, pour une école qui est une bonne école, mais qui n'est pas la meilleure école de Paris ou la meilleure école de France, ils avaient des contacts avec des entreprises, ils avaient noué des partenariats. Tu vois, première année, j'ai bossé à Roland-Garros en tant que vendeur, tu vois, dans une boutique. Ça s'appelait Les Mousquetaires, la grande boutique. La deuxième année, j'étais gérant dans un Nicolas
parce qu'en fait, ils ont des partenariats avec Nicolas, la chaîne de distribution de vins et spiritueux, où en fait, les gérants de Nicolas, l'été, ils partent en vacances et ils se font remplacer par des personnes en école de commerce. Donc du coup, et c'était pas la meilleure école de commerce de France, mais même si c'est pas la meilleure école de commerce, ils ont cette culture quand même de l'entreprise et du business qui fait que tu vois ça assez rapidement, tu l'apprends, et si t'es intéressé et que tu veux le faire et que t'es motivé, tu peux assez facilement et assez rapidement te retrouver gérant d'un Nicolas en 2e année d'école. T'as même pas 20 ans, et tu gères une boutique Nicolas. Alors moi, la mienne, elle était petite parce que c'était à côté de chez moi, c'était à Vélizy. On faisait, je sais pas, j'ai dû faire, je vais pas dire de bêtises, mais 40-50 000 euros max de chiffre d'affaires sur les 2 mois où j'ai remplacé. C'est déjà bien, quoi. Quand t'es en 2e année d'école de commerce, t'es content de te dire, tiens, j'ai géré une boutique, j'ai géré les réa pro, j'ai vendu des trucs, enfin j'ai vendu de l'alcool, des spiritueux, des vins, sans être spécialiste, et les gens m'ont écouté, et tu te rends compte en fait de la force d'une marque, de la force d'une notoriété, et en fait de la force d'un discours commercial, quoi. Et donc ça, c'est assez intéressant, même si c'est pas la meilleure école de commerce de France. Et du coup, t'as dû faire des stages pendant que t'étais à ton école de commerce? Ouais, bah complètement. En gros, première année, en fait, t'es pas obligé, mais moi j'ai fait un stage direct pour voir comment ça fonctionnait. Parce que je voulais quand même si j'étais pas encore hyper au fait de ce que je voulais faire, je me disais que c'est intéressant de se confronter au monde de l'entreprise pour comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai fait un stage en première année de démonstration commerciale que j'ai pas du tout apprécié. J'étais dans des darty à l'époque, où en fait je devais vendre une marque qui s'appelle Coyote, je sais pas si tu connais, mais c'est en gros des petits boîtiers pour tout ce qui est limitation de vitesse. Après, il y a Waze qui était en concurrence à l'époque, il venait de démarrer. Mais bon, Waze a pris le pas parce que c'est gratuit, c'est très communautaire et ça fonctionne très bien. Et en gros, en fait, je pouvais même pas vendre. C'est ça qui était très frustrant. C'est-à-dire que tu démontrais, tu présentais le produit, et dès que la vente se faisait, il fallait que tu le fasses la passe D au vendeur. Donc, en gros, tu faisais que la partie démo sans la partie vente. C'était assez frustrant. Très intéressant parce que du coup, tu apprends un peu les techniques de vente, tu comprends comment ça fonctionne. Et mine de rien, bah, tu fais le sale boulot, quoi. Tu passes ta journée de 9h à 17h dans un magasin, debout, à présenter un produit, à aller à la rencontre des gens, à leur dire bonjour, est-ce que vous connaissez Coyote? Donc c'est assez formateur, mais avec le recul, je voulais pas du tout faire ça de ma vie, quoi. J'ai fait ça. Ensuite, en 2e année, je crois que Nicolas faisait office de stage, si je me trompe pas. 3e année, je suis parti à l'étranger, je suis parti en Espagne, à Barcelone, donc j'ai pas fait de stage. Et 4e année, j'ai commencé à rencontrer le monde de la compta. Je me suis dit, parce qu'en fait, fin de 3e année, dans l'école où j'étais, tu choisis un master. J'ai fait master CCA. Encore une fois, parce que j'étais bon en compta, bon en fiscal, bon en finance, je comprenais comment ça fonctionnait. Les chiffres. On m'a dit, voilà, les chiffres et la logique. Parce que mine de rien, la compta, c'est pas que des chiffres, c'est aussi de la logique. C'est comprendre la transcription d'une entreprise à travers les chiffres. Et ça, des gens qui sont bons en chiffres sont pas forcément bons en compta tout de suite. Et donc bon, j'aimais bien ça, je trouvais ça intéressant, je me suis dit pourquoi pas aller là-dedans. On me disait t'es sûr d'avoir du boulot à la sortie, t'es sûr d'avoir des rémunérations intéressantes, ce qui est encore le cas aujourd'hui, quoi. C'était déjà le cas il y a, je sais pas, c'était il y a 6 ans, je crois, un truc comme ça, ouais, 6 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit bah vas-y, allons en master CCA, allons voir ce que ça donne. Et donc forcément, t'arrives en master CCA en 4e année d'école, en M1. Je me dis bon, faut quand même que je fasse un stage là-dedans, quoi, que je vois à quoi ça ressemble et ce que je vais faire dedans. Donc je suis arrivé dans un cabinet, un beau cabinet qui faisait 300 collabs à peu près. J'ai fait un stage de compta dans un département spécialisé en immobilier, et j'ai fait, au début j'ai démarré par la pire chose qu'on peut donner à un stagiaire, les DAS 2. J'ai fait, je pense, une vingtaine de DAS 2. Tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui nous Alors écoutent? ouais, pour ceux qui connaissent pas une DAS 2, alors on va faire simple, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une déclaration d'honoraires. En gros, quand tu es une entreprise, potentiellement, tu as des fournisseurs qui vont te facturer ce qu'on appelle des honoraires comptables, des honoraires de communication, de marketing, de la sous-traitance, dans le cadre de ton activité. Et si tu as un fournisseur donné qui dépasse 1200 euros de facture à l'année, tu dois le déclarer dans une déclaration qui s'appelle la DAS 2, pour que l'administration soit au fait de toutes ces facturations-là. Parce que l'objectif initial, c'est de pouvoir vérifier si la contrepartie est correcte, si on regarde au niveau de l'administration, si les entreprises qui ont facturé ont vraiment bien facturé, et contrôler la TVA, même si je pense qu'en pratique c'est pas forcément fait. Et donc c'est quelque chose d'assez fastidieux, pas forcément gratifiant, et tu te rends pas trop compte de la valeur ajoutée parce que justement tu sais pas vraiment si l'administration va au bout des analyses. Et surtout qu'il faut renseigner un certain nombre de choses, le ouais, SIRET, l'adresse. C'est très fastidieux. Le SIRET, l'adresse, les informations, le TTC, le hors-taxe, donc faut être capable de regarder exactement ce que le fournisseur a facturé. Enfin, bon, c'est une galère, c'est relou à souhait, et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai démarré par ça et que j'ai fait une vingtaine de DAS 2 direct, on m'a dit tiens, tu vas faire les DAS 2.
J'étais un peu frustré, mais bon, je me suis dit c'est le jeu, faut bien démarrer par quelque chose. Je l'ai fait bien consciencieusement, et du coup progressivement, j'ai fait un peu de saisie de banque, j'ai fait, je sais même plus tout ce que j'ai fait en vrai, c'était un petit moment, mais j'ai fait un peu de saisie de banque, j'ai fait un peu de contrôle, un peu d'analyse. Je crois que j'ai dû faire quelques déclarations de TVA, et à la fin de mon stage, en fait, comme justement j'étais quelqu'un je pense, sans vouloir me jeter des fleurs, mais d'assez consciencieux, motivé et qui montrait que ça m'intéressait, bah, j'ai bossé en partie sur de l'analyse de loyers pour tout ce qui est HLM, logements sociaux, parce qu'en fait, tu as des loyers, des plafonds à pas dépasser. Donc on faisait des analyses un peu macro au niveau d'un immeuble entier pour voir si on respectait les plafonds. Donc ça, c'était intéressant, tu avais un peu un esprit d'analyse. Et j'ai réalisé un bilan dans le cadre d'une restructuration d'un groupe. Et donc moi, ils m'ont donné un bilan d'une des sociétés qui faisait partie de la restructuration du groupe. Donc j'étais tout content, j'étais en stage de M1, je crois que j'ai fait, je sais plus combien j'ai fait, je crois que j'ai fait 4 ou 5 mois de stage, parce que j'étais pas obligé, j'étais pas obligé de faire de stage, mais je voulais en faire pour comprendre ce que c'était et pour pouvoir faire une alternance plus intéressante derrière en Master 2. Et j'ai fait 4 ou 5 mois de stage, au bout de 4 ou 5 mois de stage, j'ai fait un bilan et j'étais tout content quoi. J'ai fait pas mal d'erreurs, c'était un bilan papier, seul bilan que j'ai fait papier de ma vie. Jamais connu, moi, bilan papier. Ouais, bah, et j'espère que personne n'en connaîtra jamais, quoi. Moi, je pense que dès qu'on fait un bilan papier, il faut poser deux questions. C'est est-ce qu'on est vraiment bien là où on est et est-ce que ça vaut le coup de rester même si c'est des bilans papier, ou sinon pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Sans vouloir être méchant avec tous les confrères qui existent, hein, mais pour moi, les bilans papier, c'est fini, quoi. C'est plus possible. Et donc ouais, j'en ai fait un. Bon, à l'époque, ça me choquait pas trop. Je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que déjà, ça me saoulait de me dire bon bah j'ai fait des erreurs, faut que je réimprime les trucs alors que je les ai fait sur Excel, les ressortir, les mettre dans les feuilles sur le classeur. Ça me saoulait quoi. Est-ce que ça t'a conforté justement ce stage? Enfin, à l'époque, tu savais pas forcément que tu voulais être expert comptable ou travailler en cabinet. Est-ce que ça t'a donné envie de peut-être d'être expert comptable ou pas du tout? Tu t'es dit je vais tester autre chose peut-être après pour l'alternance? C'est une bonne question. À l'époque, je m'étais dit bon, de toute façon, c'est un premier stage de 4-5 mois. Tu vois les prémices de quelque chose, mais t'as pas été en profondeur. Parce qu'en 4-5 mois, tu vois des choses, mais tu vois pas énormément de choses et tu vas pas au fond du sujet. Donc je m'étais dit, il y a des choses intéressantes, des choses un peu plus reloues, mais le fond a l'air assez intéressant, dans le sens où, quand je discutais aussi avec mes collègues, bah, tu avais différentes problématiques, ils avaient pas l'air non plus d'être au bout de leur vie, ils avaient l'air d'être contents un minimum de ce qu'ils faisaient, et ça avait l'air assez diversifié quand même si je faisais que de l'immobilier, tu vois là j'étais focus sur l'immobilier, rien que sur l'immobilier, tu avais quand même des missions assez diversifiées. Donc je me suis dit, bah, je vais aller en profondeur, je vais aller un peu plus loin. Et donc là, j'ai démarré mon alternance en M2, pareil spécialisé en immobilier. Je suis Dans le rentré même cab? Non, je suis parti dans un Big Four. Donc j'ai fait ma seule année d'alternance en immobilier dans le Big Four. Là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur une équipe déjà de 1 qui était géniale. Super ambiance, pas de pression, pas de stress, hyper digitalisé. Ils avaient mis en place, il y a un des mecs, c'était une machine, il avait mis en place des macros, il avait fait un dossier de révision tout en macro, et en fait on faisait des situations mensuelles, et j'ai eu la chance, moi quand je suis arrivé, d'arriver directement sur un groupe coté, en alternance, et je faisais en fait, au bout de, je pense, 2 mois maximum, le bilan d'une des filiales du groupe coté. Il y avait 2 boîtes, j'avais la petite, mon collègue qui était junior 1 faisait la grosse, au niveau du bilan, et des reportings mensuels, parce qu'on faisait des reportings mensuels, et on avait tout automatisé. Et du coup, c'était assez incroyable parce que tu passes d'un bilan papier où tu dois réimprimer les trucs, les mettre dans un classeur, où tu dis bon, c'est relou, je comprends pas, à une macro qui t'automatise tes écritures que tu n'as même pas besoin de saisir à la main. Donc, tu faisais quasiment pas de saisie. Les relevés bancaires, on les importait, on les remettait sur Excel, on les importait. J'avais quasiment pas de saisie manuelle sur la plus grosse partie de mon boulot. Et est-ce que, alors je sais pas si c'est un cliché que j'ai entendu, mais on dit souvent que dans les bigs, ce qui compte surtout c'est l'équipe dans laquelle tu es, et en fonction de l'équipe ça peut être tout ou rien. Est-ce que toi c'est quelque chose avec lequel tu es en accord ou pas? Parce que tu disais quand même que tu avais eu de la chance de tomber dans une bonne équipe. Ouais, je pense, je connais pas tous les bigs, je sais pas comment fonctionnent tous les bigs, mais je pense que ça dépend déjà du métier que tu fais. Si tu es en audit, effectivement, tu as encore plus un sujet d'équipe parce que souvent tu es chez le client, donc en plus tu es dans un vase clos et t'es pas forcément au bureau, donc c'est encore plus complexe. Effectivement, si tu es avec des gens que tu supportes pas, bah, c'est encore plus compliqué, c'est évident. Moi en expertise, ça je te parle de l'alternance, donc alternance j'étais vraiment sur un dossier ou 2 maximum,
parce que déjà en fait cette société cotée me prenait énormément de temps. J'étais là 2-3 jours par semaine, je faisais ça je pense au moins la moitié de mon temps, voire un peu plus, et à côté j'avais des petites boîtes, mais c'était rien par rapport au reste quoi. Donc c'est vrai que je passais beaucoup de temps avec une équipe en particulier, mais je suis resté en junior 1 dans ce cabinet là, dans ce big, et là j'avais plus d'équipes, c'était plus diversifié. Donc du coup je dirais que c'est vrai et que c'est pas vrai. C'est important d'être avec des bons managers, plus que des équipes uniquement, sur peut-être tes dossiers principaux, c'est sûr, parce que c'est là où tu vas passer la plupart de ton temps, et que bah, mine de rien, moi j'ai un mode de fonctionnement où je sais que si la personne qui est au-dessus de moi, je la considère pas compétente, ou que je me dis que je vois qu'elle maîtrise pas ses sujets, je vais avoir du mal à pas forcément lui faire confiance, mais même avoir envie de bosser ou de m'impliquer à fond, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai un peu ce format où j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi et qui sont au-dessus de moi, qui sont, je dirais, plus intelligents que moi, et où je me dis, bah tiens, j'ai des choses à apprendre, quoi. Et donc ça me stimule et j'ai envie de me surpasser pour justement m'améliorer et apprendre. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est important d'avoir des gens, je pense, qu'on considère, parce que du coup, on veut travailler beaucoup plus facilement et on est prêt à se dépasser beaucoup plus facilement et à apprendre. Et donc c'est vrai qu'en big, la complexité, c'est comme il y a plein de monde, c'est des usines, hein, mine de rien, et parce que c'est des très belles boîtes, des très grosses boîtes qui ont des très gros mandats et autres, bah forcément, il y a une part de chance, quoi. Tu disais que tu étais junior 1. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça marche dans les bigs alors, pareil, pas forcément, c'est pas forcément pareil dans tous les bigs, mais un peu le système, t'es junior 1, après t'es... Alors, je sais pas s'il y a junior 2, mais en tout cas, au bout de X années d'expérience, tu passes senior. Ouais, très clair. Ça évolue pas mal, ce truc-là. Ça veut dire que moi, quand j'y étais et quand je suis parti, ils étaient en train de le faire évoluer. Mais en gros, pour faire simple, c'est un système de grades. Ça veut dire que t'as des juniors, t'as des seniors. Ça va dépendre des endroits où t'es. Il y en a, ils vont appeler ça associate, senior. Potentiellement, les seniors, c'est les juniors. En dessous, au-dessus, t'as des managers et des superviseurs. Enfin, bref, t'as des appellations qui dénomment, ou du moins qui répertorient des grades. Et en gros, en fonction de ton expérience et normalement un minimum de tes compétences, tu passes en grade, progressivement, jusqu'à devenir un jour associé. La seule différence, qui est un choix, c'est que quand tu es associé dans un big, effectivement tu es associé dans le sens où tu es signataire, mais c'est pas comme si tu étais associé de ta structure à toi que tu avais lancé. Tu restes quand même dans une organisation qui est internationale, donc je dirais que associé, ça a une part en lien avec partie capitalistique, et encore parfois tu as des associés qui sont pas forcément actionnaires. C'est possible ça? Bah, je veux pas dire de bêtises, hein, mais moi de mémoire, t'avais des gens qui au début passaient associés qui étaient pas forcément actionnaires. T'avais genre au tout début, je crois, des associés non actionnaires. Dans le sens où ils allaient devenir actionnaires, mais ils étaient pas encore, ils étaient en phase, parce que c'est assez long comme process. Dans un big, je pense que au minimum, mais vraiment au strict minimum, et c'est pas énorme, in fine, si tu réfléchis, il faut minimum 8 ans, je dirais, entre 8 et 10 ans, pour devenir associé. Il faut obligatoirement le deck? Non, c'est pas obligatoire. Ça dépend de l'activité que tu fais, parce que dans les bigs, tu as plein d'activités. Tu as de l'expertise, de l'audit, du conseil, du transaction services, enfin, tu as plein d'activités. Donc en fonction des activités, t'es pas obligé d'être diplômé du deck. Mais c'est sûr que si tu fais de l'expertise comptable, c'est mieux d'être diplômé du deck pour être associé. Ouais. Et donc du coup, tu étais en alternance, tu obtiens ton master CCA du premier coup aussi? Ouais. J'obtiens mon master CCA du premier coup, je passe mon DSCG en candidat libre du premier coup. La même année que le master CCA? Ouais, direct après. Je me suis dit, si je le passe pas, je vais me démotiver, bosser le DSCG en parallèle de mes études, enfin en parallèle de mon boulot. Je me disais que ça faisait beaucoup. Et je me suis dit, je préfère me donner à fond. C'est une des premières fois de ma vie où j'ai bossé de manière aussi intense, entre guillemets, pour passer un examen. En gros, je finis mon master en juin, classique quoi. Juin, j'obtiens les résultats en juillet. J'avais 3 épreuves à passer, l'UE1, l'UE4 et l'UE5, si je me trompe pas, système d'information. Normalement, maintenant, il y en a que 2, il y a que l'UE1 et l'UE4, mais peut-être que tu voulais des points bonus. Non, du tout. Mais ça dépend des écoles, et ça dépend des équivalences que tu as. Et en fait, moi, l'école dans laquelle j'étais avait des équivalences que pour 4 matières, et tu étais obligé de passer système d'info aussi. Parce qu'en fait, les équivalences dépendent du cursus pédagogique et du contenu pédagogique que tu as fait suivre
aux étudiants pendant l'école. Et surtout dans les écoles de commerce, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Si Exactement. vous avez envie de peut-être pousser jusqu'à l'expertise comptable, étant donné qu'il faut obligatoirement le DSCG pour s'inscrire au stage, bien regarder au niveau des équivalences, parce qu'en fonction des écoles, on peut avoir 5 équivalences sur 7, voire on peut en avoir 0. Donc, Ouais, tout à fait. La priorité, si on est en école de commerce et qu'on veut... ou du moins qu'on se pose la question, qu'on est intéressé pour aller jusqu'au DEC, c'est de regarder sur le master qu'on fait quelles équivalences on a par rapport au DSCG, pour voir quel boulot complémentaire on aura à réaliser. Et donc moi j'avais 3 UE, je les ai passés, donc j'ai révisé, on bossait, je me rappelle parce que j'ai démarré le boulot dans mon cab début septembre, les épreuves c'est mi-octobre si je me rappelle bien. Je leur avais dit je veux 2 semaines de congé, sans solde je m'en fous, mais je veux 2 semaines de congé avant les examens. C'est obligatoire quand je démarre chez vous pour pouvoir passer mes épreuves, c'est ma priorité. Ils m'ont dit pas de soucis, c'est pas grave, tu prends 2 semaines, y a pas de problème. Donc ça c'est cool, déjà ils ont été sympas là-dessus. Et septembre, on finissait le boulot, je sais pas, vers 19h, 19h30, et avec une copine, et ça c'est la force du groupe, vraiment moi c'est ce que je conseille, avec une copine tous les soirs quasiment, ou au moins on va dire 3 ou 4 soirs par semaine, on se mettait dans une salle au bureau, et on révisait jusqu'à 21h, 22h, on faisait du cours, du cas pratique, de l'exercice, pour se préparer au mieux aux yeux. Elle était à peu près du même niveau que toi en termes de connaissances. Enfin, moi, ce que je conseille, c'est surtout si on veut réviser en groupe, de se mettre avec des gens qui sont à peu près de notre niveau, parce que du coup, on va s'auto-entretenir, tu vois ce que je veux dire. On va dire, ah bah ça, est-ce que tu connais ? Et l'autre va dire, oui. Ah bah oui. Je dirais que, à défaut d'avoir le même niveau de savoir au moment où on commence à réviser, il faut le même niveau de motivation. Parce que moi, au début, on était 2 et effectivement, on était à peu près au même niveau. Et encore, on va dire qu'entre guillemets, j'étais peut-être un peu plus avancé puisque moi, je sortais d'école, donc j'étais plus frais. J'avais vu un peu de conso, notamment à l'école, donc j'avais un peu ces éléments-là en tête. Elle, ça faisait, je crois, 1 an ou 2 ans qu'elle avait fini les études, donc elle avait un peu plus de retard, mais on avait la même motivation, on bossait chacun de son côté. On avait chacun son, je sais plus, c'était Juno ou Fouché à l'époque, je me rappelle plus, mais chacun son bouquin et on bossait un peu ses chapitres. Et quand on avait des questions, on se les posait l'un à l'autre. Mais on avait la même envie, la même motivation. On était tous les deux, tous les soirs, de 19h, 19h30 jusqu'à 21h, 22h, ensemble au bureau. On se disait, tiens, t'en es où, j'en suis là. Et donc, du coup, vraiment, on s'entretenait au niveau de la motivation. Et on a eu un autre mec avec qui on a fait, parce que du coup après je fais 2 semaines intensives où j'allais à la bibliothèque tous les jours, et on a eu 2 semaines intensives, et sur ces 2 semaines intensives on a eu un mec qui était mastodonte, le mec qui faisait les pires cacorois avec les trucs les plus complexes qui existent au monde quoi. Et lui il révisait avec nous, il nous posait des questions, c'était des traquenards, on comprenait rien à ce qu'il disait, on lui disait on comprenait même pas la question. Ouais, non, mais on comprenait pas la question, on se disait mais attends on n'a pas vu ça en cours, enfin c'est quoi cette idée, et on lui disait t'inquiète pas ça va pas tomber, mais lui ça l'intéressait parce que parfois il nous expliquait des choses, donc ça lui montrait qu'il comprenait bien ce qu'il avait en tête et que c'était fluide quand il expliquait, donc c'était fluide dans sa tête. Donc ça c'est un point clé, et en plus de ça lui ça le rassurait de se dire qu'il maîtrisait. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas grave si on n'a pas tout à fait le même niveau de savoir au moment où on commence à réviser. C'est bien effectivement d'avoir quelqu'un qui a un minimum à ton niveau, pas toi que tu connaisses tout le sujet et que l'autre tu connaisses rien, ça c'est évident. Parce que sinon ça va démotiver aussi celui qui a un niveau on va dire plus faible, il va vraiment se dire je connais rien. Et toi, même si tu lui expliques, entre guillemets, tu vois, ça va pas avoir la même valeur que c'était. Ouais, c'est peut-être, comme tu le dis, c'est peut-être pas une question de niveau finalement, c'est peut-être la motivation et je pense, tu vois, d'avoir une habitude, l'effet de groupe, de se dire, on va réviser ensemble, tu vois, c'est comme quand tu vas à la salle, moi j'aime bien y aller avec quelqu'un parce que tu te dis, si j'y vais pas, l'autre va être déçu, entre guillemets, parce qu'il va y aller et du coup, ça se trouve, les deux ont la flemme à la base, mais comme tu te dis que tu t'es engagé envers quelqu'un, tu vas quand même y aller. Tu vois. C'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est la base, c'est la même motivation. Et après, c'est sûr qu'effectivement, c'est bien d'avoir quand même quelqu'un avec qui tu t'entends bien, enfin, des choses qui, entre guillemets, paraissent logiques, quoi. Tu t'entends bien, que tu fonctionnes bien ensemble quand tu révises, que c'est fluide, que quand tu expliques ou que quand l'un explique à l'autre, tu comprends facilement, que la communication soit fluide. Et après, si le niveau est pas tout à fait le même, c'est pas catastrophique. C'est toujours mieux puisque ça va plus vite et que du coup, chacun est au même niveau, a l'impression d'évoluer dans le même sens. Alors que si t'en as un qui a un niveau beaucoup plus élevé, il va plus faire le prof et l'autre va apprendre. Mais c'est la priorité, le numéro 1, c'est motivation et bonne entente, quoi, en communication. Et à l'époque, alors, tu te lances dans le DSCG, donc ça veut dire que tu avais déjà pour objectif à ce moment-là d'aller jusqu'au DEC ?
C'est une bonne question. En vrai, si je me remets dans le mois de l'époque, c'était en 2016. Du coup, je sortais du master CCA. Je me suis dit, écoute, t'as un master CCA, t'as 3 équivalences à passer pour obtenir le DSCG, qui est un diplôme d'état, master 2, qui est très bien et qui peut te permettre d'aller au DEC si t'as envie d'aller au DEC, sans vouloir le faire forcément. Vas-y, fais-le. Ce serait con de ne pas le faire. Donc ça, c'est un peu la réflexion de base. Donc j'y vais. Ensuite, j'avais démarré dans ce big, j'étais en expertise, je faisais des choses intéressantes, j'ai eu mes résultats en janvier, on m'a dit tu peux t'inscrire au DEC pour être expert comptable. Moi, dans ma tête, mine de rien, je me disais expert comptable, c'est quand même un métier qui est un peu renommé, enfin, ça montre quand même que tu as un minimum technique. réussi tes études, et que, comme tu le dis, tu as un bagage technique, que du coup, tu es quelqu'un sur qui on va se reposer sur certains sujets, donc une certaine crédibilité vis-à-vis des entreprises. Et moi qui voulais faire du commerce, être crédible vis-à-vis des entreprises, c'est quelque chose de positif. Donc je me suis dit, pareil, vas-y, de toute façon, ça t'engage en rien, entre guillemets, de faire ton stage de DEC. Si au pire des cas, au bout d'un moment, t'en as marre, c'est pas grave, tu pourras arrêter, c'est pas catastrophique. T'as de la chance, c'est pris en charge par ton cabinet. Donc, allons-y. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ou qu'il faut pas y aller à fond, qu'il faut pas se motiver. Mais c'était pas trop engageant de ma part, quoi. Et donc, je me suis dit, allons-y. Et donc, j'ai fait mon début de stage de DEC, du coup, en janvier 2017. Et en parallèle, j'ai fait mon année dans le big en expertise. Et tu t'es pas posé la question de changer de cabinet? Enfin, t'étais bien là où t'étais? Vu que je venais de démarrer, alors, pour la petite histoire, et c'est marrant, tiens, en y repensant là, et j'y repense en discutant avec toi, pour la petite histoire, quand j'ai fini mon master CCA, je voulais rentrer dans un master à Dauphine en fusion-acquisition, faire un master en complément. Sauf que, objectivement, je m'en suis pas donné les moyens. Il y avait, pour la sélection du master, c'était un master assez complexe à avoir. Il fallait faire un mémoire d'une vingtaine de pages sur un sujet défini. Il y avait 2-3 sujets à choisir. Petit mémoire, mais mémoire assez compliqué, parce que du coup, il fallait que tu mettes beaucoup de réflexion, j'ai plus le mot, de bibliographie, que tu avais recherché beaucoup de textes, etc., etc. Donc, quelque chose d'assez poussé quand même. Et après, tu avais un examen écrit, un QCM assez technique, assez poussé, avec une partie finance de marché, finance d'entreprise, actualité financière. Et après, si ces 2 éléments étaient validés, tu avais un oral à passer. Donc un truc quand même assez fastidieux. Mais c'est quelque chose qui m'attirait, la fusion-acquisition. Je trouvais ça intéressant. Et donc du coup, je me disais, vas-y, ça te coûte rien, quoi. Et donc pareil, de la même manière avec mon big, et c'est là où je pense que j'ai eu de la chance. Je pense qu'ils m'aimaient bien également. Je leur ai dit très sincèrement, écoutez, moi je veux faire un master en complément. Ils m'avaient proposé de rester chez eux. Ça, c'était après le DSCG ou c'était avant que c'est une bonne question. C'était avant le DSCG, parce que du coup j'aurais démarré en septembre. Et donc c'est vrai qu'effectivement si j'avais eu le master en fusion acquisition, je sais pas si j'aurais fait le DSCG. De toute façon, c'est fait. Donc, ça sert à rien de se reposer la question. Trop tard maintenant. Voilà, trop tard, c'est fait. Mais c'est vrai que si j'avais eu le master, je pense que j'aurais privilégié le master. J'aurais peut-être fait le DSCG après. Mais j'aurais privilégié le master, c'est évident. Du coup, c'était simplement une année. Enfin, c'était la deuxième année qu'il fallait faire. En fait, je rentrais en M2 direct. Et en gros, j'ai fait ça en mars-avril, je pense. Ça devait être vers là, les sélections. Ouais, mars-avril, mai, grand max. Et donc j'avais dit en fait au big, si j'ai le master, je vais au master, et si j'ai pas le master, pourquoi pas, avec plaisir. Mais je vais faire des choses intéressantes, comme tout le monde, quoi. Et donc j'ai passé mon DS, j'ai validé, j'ai passé des entretiens dans peut-être pas un big, mais un peu en dessous, les 4-5 qui sont en dessous des bigs là. J'ai passé d'entretien là-bas, j'ai été pris, et en fait justement quand ils m'ont vendu l'émission, ils m'ont dit tu vas faire de l'externalisation sur un poste fournisseur dans une boîte, on sait pas combien de temps ça va durer, alors que là où j'étais moi, j'avais une garantie d'avoir des missions intéressantes parce que j'avais déjà entre guillemets un peu fait mes preuves, je savais que j'allais évoluer sur des choses qui m'intéressaient, que j'allais pouvoir approfondir, et que j'allais pouvoir diversifier un peu ce que je voulais faire. Donc moi ça m'allait bien, je me disais bon écoute, c'est une première année de CDI, t'es là pour découvrir, t'es là pour apprendre, vas-y fonce quoi. Donc j'étais content là où j'étais, j'ai fait 1 an chez eux,
C'est très bien passé, j'ai fait plein de choses, j'ai appris plein de trucs. J'étais dans les commissions à l'époque, c'était vraiment à l'époque, on était en 2017-2018. Non, 2016-2017. J'étais dans les commissions Power BI parce qu'ils voulaient commencer à réfléchir. Déjà à l'époque. Power BI, ouais, c'était un peu précurseur. Donc, parce que j'avais bossé un peu dessus moi pour essayer de mettre en place un reporting Power BI sur un des clients que j'avais, parce que je trouvais ça intéressant et que j'aimais bien tout ce qui était un peu. J'avais essayé d'apprendre un peu à faire de la macro, enfin tout ce qui est macro VBA sur Excel. J'étais pas très très bon, je m'impliquais pas assez, mais je me dépatouillais. Power BI, je trouvais ça intéressant, donc je m'impliquais, je trouvais ça intéressant comme sujet. Et au bout d'un an, je pense que c'était pas fait pour moi. Le mode de fonctionnement assez entre guillemets pyramidal, et où bah c'est le respect de la hiérarchie. Il y en a qui aiment bien ça, il y en a qui aiment pas, et je pense que il en faut pour tous les goûts. Mais je sais que pour moi c'était pas trop. Tu respectais pas ta hiérarchie? Alors je respectais ma hiérarchie bien évidemment, mais j'étais frustré de devoir attendre pour évoluer. Alors que je pensais pouvoir évoluer si on entre guillemets on me laissait les cartes et qu'on se disait bon ok on prend peut-être un risque mais ça va être intéressant. Mais ce que je comprends quand tu es dans une grande structure, c'est que si tu fais ça, bah, ça complexifie parce que potentiellement ça veut dire que tu déstructures un peu le mode de fonctionnement et la gestion des équipes, la partie RH. Donc bon, c'est un choix, c'est un mode de fonctionnement. Moi, c'était pas trop mon style. Donc au bout d'un an, j'ai fait un an en CDI chez eux. Et au bout d'un an, je suis parti dans un truc complètement rien à voir, tout petit cabinet. Un mec qui s'appelle Jonathan Cohen, qui réussit plutôt très bien même, qui aujourd'hui, en parallèle, en fait, quand j'étais chez lui, avait commencé à lancer une startup qui s'appelait Akazi. Et moi, j'étais sur son cabinet d'expertise comptable et d'audit. Ça me dit un truc, ils font quoi, Akazi? Akazi, c'est un logiciel sur tout ce qui est indépendant. Ils font, comment ça s'appelle? Ils font en gros compta, c'est un logiciel d'automatisation et qui est à la fois un conseiller pour les clients indépendants, qui n'ont pas de salariés, qui sont freelance, ce genre de choses. Et en gros, lui donc venait de faire Le Wagon à l'époque, pareil, très précurseur. Tu peux expliquer ce que c'est Le Wagon? Ouais, t'as raison. Le Wagon, c'est un bootcamp. Donc un bootcamp, c'est une formation que tu fais en 9 semaines en général. Et Le Wagon, c'était à l'époque assez précurseur, c'était pareil en 2017. Donc je crois que ça faisait 3-4 ans que ça existait maximum, si je me trompe pas, Le Wagon. En fait, il faisait des formations sur tout ce qui était programmation informatique. Et il permettait à des gens qui avaient jamais fait de programmation informatique de leur vie d'être employables par des boîtes qui recherchaient des développeurs au bout de 9 semaines. Quelque chose qui était assez incroyable, alors que parfois tu passes 5 ans d'études pour faire quelque chose. Et donc lui avait fait ça, il avait rencontré son futur associé là-bas, et du coup il était sorti de ça, il s'était dit tiens, je pense qu'il avait l'idée avant, et il l'avait fait, il s'est dit je vais lancer un logiciel là-dedans, dans tout ce qui est automatisation comptable pour les indépendants, parce que c'est plus simple à gérer, en termes de flux et tout ce qui va avec. Et en parallèle, il avait un petit cabinet, il y avait une vingtaine, trentaine de clients en expertise, quelques missions, je crois on avait je sais plus 5-10 missions d'audit, et du coup, en fait, c'était un pari. Moi, je savais pas, il me l'a mis à l'envers. Oui, parce que là, t'es passé du big au tout petit. Hein. Je me suis dit, en fait, et c'est un peu comme ça que je drive ma vie, je me suis dit, c'est quelque chose qui me tente, que je trouve intéressant, qui est en phase avec l'évolution de l'économie et, on va dire, de tout ce qui est start-up qui se crée, digitalisation, nouvelles technologies, etc. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse et je me dis, si aujourd'hui, je me mets pas dedans, je m'y mettrai jamais. Donc autant que j'y aille, que je mette les mains dans le cambouis. Et puis c'est vrai que moi j'avais cette vision, alors j'espère que si je recrute des experts comptables stagiaires un jour et qu'ils viennent chez moi, ils se diront pas tous ça, mais j'avais cette vision que le stage c'est un peu comme un crash test. Ça veut dire que pendant ton stage, t'as 3 ans de stage, et ben en fait 3 ans de stage c'est 3 ans où tu fais entre guillemets pas ce que tu veux, mais où tu peux voir différentes expériences pour pouvoir, quand t'es expert comptable, choisir ce que tu veux faire derrière. Donc pour toi, on n'est pas obligé de faire 3 ans dans le même cabinet, parce que tu vois, c'est des discours même des fois qu'on entend où il y a des cabinets qui véhiculent l'idée qu'on peut pas changer X fois de maître de stage, qu'on est obligé de rester dans son cabinet, tu vois. Je pense que je suis le pire témoin là-dessus. J'ai fait 4 cabinets en 3 ans. J'ai changé donc 3 fois de maître de stage. Et même la dernière, j'ai retrouvé un dernier maître de stage parce qu'il me manquait des heures d'audit. Enfin bon, bref, je te passe les détails. C'est faisable. C'est bien évidemment faisable. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut le faire. Et après, les cabinets, bah, on connaît tous le mode de fonctionnement, les problématiques de recrutement et autres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qu'ils essayent de pousser parce que bah, les experts comptables stagiaires, en général, c'est quand même des ressources qui sont valorisables, qui sont intéressantes, qui veulent évoluer, donc qui potentiellement vont avoir des
des missions complémentaires sur lesquelles on va pouvoir les mettre si ça arrive à un moment, on va pouvoir les faire monter en responsabilité. Donc c'est vrai que c'est des ressources, objectivement, pour un cabinet qui sont importantes. Et donc je comprends que les cabinets veuillent essayer de les conserver. Mais non, il n'y a aucune obligation de rester 3 ans, même pour ceux qui viendront chez moi, aucune obligation de rester 3 ans dans un cabinet pendant ton stage d'expertise comptable. Oui, parce qu'on m'avait déjà posé la question aussi, est-ce qu'on peut démissionner quand on est en stage? Mais oui, c'est possible. Moi j'ai démissionné 3 fois, 4 fois. Vous n'êtes pas obligé de démissionner 3 fois. Voilà, il n'y a aucune obligation. Hein. Mais pour dire que oui, c'est possible et oui, tu peux le faire plusieurs fois, c'est pas un problème, quoi. Et donc et donc j'ai démarré chez lui. Ce que je disais, c'est il me l'a pas mis à l'envers, mais c'est vrai que moi je pensais qu'il avait un truc déjà très structuré et autres, parce que je me suis dit, il était président de la commission innovation de l'ordre, je crois, à l'époque. Je m'étais dit, ça va être hyper structuré, il y a tout déjà qui est installé. Et en fait, quand je suis arrivé chez lui, il avait la clientèle qu'il avait récupérée, mais il s'en était pas trop occupé parce qu'il faisait plein de trucs à la fois. C'est un mec qui est brillant, objectivement. Il faisait de la gestion de pattes, il avait fait un master en gestion de pattes en parallèle, donc il faisait de la gestion de pattes, de l'expertise, du CAC. Il lançait son logiciel, enfin, il était sur tous les fronts, quoi. Il était à l'ordre. Il était à l'ordre à la commission innovation, de ouf, ça. Il était sur tous les fronts, et du coup la partie expertise et la partie CAC en fait était pas extrêmement structurée. Il avait quand même fait tout ce qui était l'aide de mission, il avait récupéré les clients, il avait son logiciel, il commençait à mettre en place ce qui s'appelait à l'époque Recipbank. Il avait mis en place, mais il avait pas fait les paramétrages, les intégrations, etc., pour faire les transferts. Et donc du coup, moi quand je suis arrivé, je suis passé d'un environnement où j'étais en big, tout était structuré. Je suis arrivé, tout était géré, les équipes, ça faisait 10 ans qu'elles étaient sur les dossiers, enfin, entre guillemets, pour moi, j'arrivais, tout roulait. À un moment où, en fait, je récupérais des dossiers qui étaient nouveaux, fallait que j'échange avec les anciens cabinets comptables pour faire la reprise d'un dossier, potentiellement des sujets qu'il vaut mieux ne voir nulle part ailleurs, parce que parfois, tu as des reprises qui sont très fastidieuses et catastrophiques. Il fallait que je mette en place les outils. J'ai mis en place un peu le mode de fonctionnement de Recipbank, les paramétrages, les imports-exports, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'API. On utilisait Ibiza, entre Ibiza et Recipbank. Tu peux expliquer ce que c'est une API? Une API, ouais, alors je suis pas expert en API, je sais même pas ce que ça veut dire API en termes d'acronyme, mais en gros une API c'est une connexion de données entre un logiciel et un autre. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est un pont un peu entre deux logiciels. Une API en fait c'est un pont qui est ouvert sur un logiciel. Donc en gros, tu vas ouvrir un pont sur un certain type de données. L'API n'est pas forcément sur la totalité des données du logiciel. Et après, l'autre logiciel qui va ouvrir son API va pouvoir se connecter en connectant les deux API. Et sinon, après, tu as des solutions qui existent, type Zapier. Pour ceux qui connaissent pas, c'est bien, c'est pour faire votre culture aussi. Type Zapier, qui font le lien entre deux API si on veut pas développer une API entre deux solutions en particulier. Et donc, c'est quelque chose qui à l'époque était, je dirais pas nouveau parce que je pense que ça existe depuis un certain temps, mais c'était assez nouveau, on va dire, dans la profession comptable, même si je pense que ça existait déjà par ailleurs dans différents domaines. Et donc, il n'y avait pas d'API ouverte, il n'y avait pas trop de connexion, donc on faisait des imports-exports de données, quoi. Et donc, chez lui, j'ai appris, il y avait de la start-up, de l'indépendant, il y avait un petit groupe un peu sympathique dans tout ce qui était hôtellerie, qui faisait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, donc bon, c'était assez diversifié. J'ai donc mis en place ça, j'ai découvert plein de solutions, type Stripe qui est une solution d'encaissement pour faciliter tout ce qui est la gestion des encaissements. J'ai découvert tout ce qui est des caisses connectées, des solutions, d'autres types de solutions d'encaissement, type SumUp. Un univers que j'avais pas du tout dans le big où j'étais, qui était beaucoup plus en lien avec les nouvelles technologies, les nouvelles boîtes qui se créaient et la digitalisation. Beaucoup plus start-up, mais mine de rien assez complexe en termes de gestion de la donnée. Parce que du coup, de la donnée qui va dans tous les sens, aucune API qui existait encore, et donc obligation de récupérer les données, de les retraiter, de les remettre en forme pour les réimporter dans le logiciel comptable, qui était un peu la source de vérité à la fin, quoi. Donc, un peu fastidieux, entre guillemets, mais très intéressant, très formateur. L'audit, pareil, j'ai pris le pack PE, c'est un pack qui est proposé, je crois que c'est par l'Ordre de Paris ou par la Compagnie de Paris, je sais pas si c'est au niveau national, je crois que c'est peut-être au niveau national, qui te facilite en fait l'audit pour les petites entreprises sans avoir besoin de prendre un logiciel spécifique, type Revisaudit ou Auditsoft. Et donc j'ai mis ça en place, vérifié, tout ce qui est gestion de la lettre de mission, acceptation de la mission, plan de mission, etc. Tu avais un peu une partie gestion du cabinet aussi, quoi. Ouais, enfin, plutôt gestion des dossiers. Gestion du cabinet, je faisais pas trop tout ce qui est lettre de mission et autres. Ça, c'est lui quand même qui gérait, qui faisait la partie vraiment très commerciale avec les clients.
mais gestion des dossiers et, ce qui était très formateur, gestion un peu de la réglementation et de la déontologie. J'ai commencé à mettre, je sais pas comment est-ce qu'il a fini celui-là parce que je suis parti avant, mais mettre en place un guide de bonnes pratiques dans le cabinet qui est obligatoire normalement, une sorte de guide d'ontologie où on explique comment est-ce qu'on fonctionne, la réglementation interne, les process internes, etc. Donc c'était mine de rien assez formateur pour moi en tant que stagiaire expert comptable. Et donc je fais 1 an chez John, ça se passe très bien, très intéressant. Au bout d'1 an, j'avais mine de rien mis en place une nouvelle solution pour récupérer automatiquement les flux bancaires qui s'appelait Transfer Bank. Donc j'avais fait pas mal de choses, j'étais assez content de moi, je m'étais dit que j'avais vu pas mal de trucs. Et j'avais 2 possibilités. Soit rester chez John et me dire je vais participer à l'évolution du cabinet, mais en parallèle il y a un logiciel qui se développe et je suis pas forcément sur le logiciel et c'était peut-être pas la vision pour moi à court terme d'être sur le logiciel, puisque d'abord il fallait développer le logiciel en étant développeur, et moi je m'occupais bien du cabinet, donc c'était bien. Ou soit je vais découvrir autre chose. Et donc, pour ceux qui sont pas encore en cabinet, vous le découvrez très rapidement. Quand tu es en cabinet, tu es très sollicité. On est sollicité très très fréquemment par des cabinets de recrutement, des chasseurs de tête, des cabinets d'expertise comptable, de commissariat au compte en direct. Et du coup, forcément, esprit volatile que je me suis dit, tiens, sait-on jamais, faisons quelques échanges et voyons ce que ça donne, quoi. Et donc là, je passe 2-3 entretiens, j'ai de la chance, je suis accepté dans les 2-3 cabinets, et en fait, il y a un cabinet qui, sur le papier, paraissait top, qui me proposait, en fait, c'était un cabinet qui faisait partie d'un groupe, qui faisait pareil, 300-350 collabs en tout, dans le groupe. Le groupe venait de racheter un cabinet à Paris, il y avait un dirigeant qui pilotait le cabinet, mais qui n'était pas associé du cabinet, puisqu'il avait déjà 2 autres cabinets. Et en gros, l'idée, c'était de dire que si tout se passait bien, que je finissais mon deck, à horizon 2-3 ans, je pouvais reprendre le cabinet. Donc moi je me disais belle opportunité, il y a une quinzaine, 15-17 collaborateurs. Gros enjeu, ils étaient sur un environnement Mac, il fallait les faire passer sur un environnement PC. Ils étaient sur un logiciel qui s'appelait, j'ai oublié, c'est un truc avec des fleurs, Cogilog. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un truc qui s'appelait Cogilog avec des fleurs, tu faisais ce que tu voulais, le truc le plus permissif au monde. Et il fallait les faire passer sur un environnement Quadra. Donc ça m'a permis aussi moi de voir pas mal de logiciels, ça c'était bien. Avant j'étais sur Cegid dans le Big, après je suis passé sur Ibiza, là j'étais sur Quadra. Ah oui, t'avais fait déjà un beau panel Donc de j'ai fait pas mal de logiciels, c'était assez intéressant de voir aussi comment fonctionnent les différents logiciels et les possibilités qui s'offrent à nous au niveau technologique, du moins dans le métier. Et donc entre guillemets un enjeu assez intéressant. L'enjeu aussi de la migration d'un logiciel à l'autre quand tu changes, comment ça se passe au niveau des résistances au changement, comment tu accompagnes aussi la formation. Tu me coupes l'herbe sous le pied, mais tu as tout à fait raison. En gros, ce que j'avais pas anticipé, c'est que la moyenne d'âge du cabinet était aux alentours de 50 ans. Et c'est vrai que moi j'étais, je pense, un peu jeune, j'avais pas réfléchi à tout ça, je m'étais peut-être pas assez posé quand j'avais voulu avancer. Et en gros, je m'étais dit, allons-y, banco, tiens, nouveau challenge. Dans ma tête, dans 2-3 ans, si tout se passe bien, je reprends le câble, 15 collaborateurs, tu te rends compte, c'est incroyable. J'aurais 28 ans, j'aurais un câble, c'est ouf, quoi. Donc je m'étais dit, allons-y, tentons-le. Donc j'y vais, au début, l'intégration se passe bien, les gens sont pas méchants, même si ça leur fait bizarre de voir un petit gamin de 25 ans qui est censé être numéro 2 du CAB, qui est censé gérer la transformation, venir changer leurs habitudes alors que ça faisait 30 ans, 40 ans qu'ils fonctionnaient comme ça et qui va leur dire quoi faire. Au début, pas évident. Le fait de s'imposer sans être directif, parce que moi je suis pas du tout comme ça. C'est ce que j'allais te dire au niveau de la différence d'âge. Tu gérais quand même les équipes ou pas du tout, comment tu gérais le fait que tu sois aussi jeune justement comparé aux équipes qui étaient plus expérimentées? En fait, les équipes étaient vachement autonomes. Ça faisait 30 ans, 40 ans qu'elles géraient leur dossier et c'était un mode de fonctionnement de cabinet où chaque personne avait son portefeuille et gérait son portefeuille. Donc les équipes étaient vachement autonomes et du coup l'expert comptable revoyait quand même les plus gros dossiers en jeu, il était là, il était présent. Et moi j'étais plus là s'ils avaient des questions techniques, j'étais plus un support que vraiment quelqu'un qui supervisait. Et ma mission première à la base, c'était la transformation entre guillemets digitale et la migration, avant toute chose. C'était le premier enjeu. Donc, d'abord m'acclimater un peu au groupe, comprendre comment fonctionne le groupe au niveau du logiciel avec Quadra,
Et en fait, le groupe était un peu particulier. L'approche était intéressante, mais je pense un peu dépassée. Ils avaient comment ça s'appelle ? Ils avaient une sorte de pôle informatique avec des gens qui venaient de la profession comptable uniquement. Ils n'avaient pas de personnes spécialisées sur tout ce qui était ingénierie, data et autres. Donc des gens qui s'étaient formés par la force des choses et qui maîtrisaient leur sujet, mais qui du coup étaient quand même assez fermés parce que pareil, de la même manière, c'est des gens qui avaient 20-30 ans d'expérience et qui du coup avaient des croyances un peu arrêtées sur leur mode de fonctionnement et que leur mode de fonctionnement c'était la meilleure manière de faire. Moi qui juste avant avait vu les nouveaux logiciels avec Ibiza, Dext qui s'appelait à l'époque Receipt Bank, les connexions entre Receipt Bank Dext et Ibiza qui commençaient à se faire en API. Donc pour moi c'était incroyable quoi. Je me disais c'est le Graal, on va avancer là-dessus. Et là j'avais un peu l'impression de faire un retour en arrière. C'était en gros je sais pas, j'étais au 21e siècle et je revenais au 20e siècle à devoir faire une transition entre Mac et PC sur Quadra qui est un très bon outil mais qui est pas du tout ouvert et pas du tout simple en termes d'import de données et autres. C'était un peu fastidieux quoi. Mais bon, je me disais c'était un challenge, allons-y, pourquoi pas quoi. Et donc bon, très intéressant, très enrichissant. J'apprends, je me forme. J'avais un petit portefeuille où j'avais un gros client, une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, où pareil au début très compliqué puisqu'ils voient un petit gamin de 25 balais qui va gérer son groupe, ils se disent c'est qui ce bonhomme, et au bout de je dirais 3-4 mois on commence à vraiment bien s'entendre et il me faisait confiance, il m'appelait tout le temps pour me poser des questions et quand il avait des sujets un peu à enjeu, je l'ai accompagné sur un audit de session où on a un peu accompagné consolidation du groupe, présentation un peu des slides pour l'accompagner sur la partie justement présentation du groupe à la session. Comme quoi, c'est pas que de la compta. Ouais, non, enfin, il n'y a pas que de la compta, et en vrai, pour le coup, dans ce cabinet-là, ce que j'ai découvert qui était très intéressant, c'est qu'en fait, comme j'étais un peu le référent technique, j'ai accompagné des médecins à passer en CELARL, qui étaient en BNC à passer en CELARL, donc de indépendant à entreprise. On a mis en place ce qu'on appelle une SPFPL, qui est une holding pour les professions libérales, au-dessus d'une CELARL, une société d'exercice libéral. Donc, plein de montages juridiques, d'optimisation, de compréhension, d'analyse, et donc ça, c'était super intéressant. Mais le cabinet m'allait pas. En termes de croyances, technologie, digitale et évolution métier, et évolution en fait en lien avec notre ère entre guillemets, ça fait un peu pompeux, mais ça m'allait pas. Et donc, parce que tu avais vu autre chose aussi avant. Voilà, parce que j'avais eu la chance, je pense, d'avoir vu autre chose, d'avoir vu ce qui se fait de mieux à l'époque, ce qui se faisait de mieux en termes de nouvelles technologies, d'API, de digitalisation, d'automatisation et de gain de temps. Et du coup, moi, dans ma tête, je voulais ça, quoi. Et donc, je me dis à ce moment-là, donc troisième changement, j'avais déjà fait 3 cabinets en 3 ans à peu près. Donc là, tu avais fait 2 fois 1 an. Ouais, première, donc le Big 1 an, chez John 1 an, et l'autre j'ai fait 8 mois, même pas. Enfin vraiment, j'ai fait la période fiscale, parce que je me suis dit je fais la période fiscale, fin de la période fiscale, j'ai dit j'arrête. Je force pas, j'ai pas envie de rester dans un environnement où je m'épanouis pas. C'était vraiment la base de mon mode de fonctionnement. Et du coup, là, entre-temps, je rencontre ma chérie, qui était avocate en contentieux dans tout ce qui touche au droit des affaires. Tu la rencontres au taf ou... Non, pas du tout. Je la rencontre ami d'amis, classique. Ouais, classique. Et très bon feeling, on s'entend super bien. Très vite, je squatte chez elle, on vit ensemble, je pars en 3 mois. Donc bon, top, super délire. Et en fait, en discutant, elle me parle de choses qu'elle fait elle assez fréquemment, sur lesquelles elle a des besoins d'analyse de rapports d'experts comptables ou d'experts financiers, parce qu'il y a des problématiques sur des enjeux de perte de marge, de gains manqués, de valorisation d'entreprise dans le cadre de contentieux, parce que tu as des contentieux d'actionnaires. Et je me dis, c'est quoi ce domaine? Ça a l'air trop intéressant. Et donc, je me dis, écoute, j'ai fait quasiment 3 ans en expertise, j'ai touché un peu au conseil, à l'optimisation, j'ai fait un peu d'audit d'acquisition et autres pendant la partie où j'étais sur le cabinet avec la transformation digitale, je faisais l'exceptionnel, quoi. Et je me dis, écoute, pourquoi pas voir autre chose? On est en stage, c'est le moment où tu peux en profiter. Après, quand tu voudras monter ton cabinet, parce que dans ma tête, par contre, quand j'ai commencé à avancer, au bout de 2-3 ans, je me suis dit, je veux monter mon cabinet et je veux créer mon truc un jour, quoi. Et c'était plus pour créer, toi, le cabinet qui te correspondait peut-être Ouais. mieux,
Ou est-ce que c'était aussi une volonté peut-être d'être indépendant, d'être à ton compte C'est les deux. C'est le mix des deux. C'est-à-dire que dans ma tête, je pense que je suis quelqu'un d'assez indépendant, mine de rien. Et donc, je voulais absolument avoir ma structure à moi, faire un peu, entre guillemets, ce que je voulais, quoi. Quand t'es gamin, je fais ce que je veux, comme je veux. Et pouvoir, justement, du coup, entre guillemets, en disant faire ce que je veux, c'est prendre les décisions sur la digitalisation, sur le mode de fonctionnement, tout en écoutant les gens. Parce que moi, je pense que c'est important d'être très à l'écoute, parce qu'on ne sait pas tout. Et je suis loin de tout savoir. Mais avoir le choix de dire ok on y va et pas entre guillemets être limité à me dire bon bah j'ai pas le choix et ranger mon frein quoi. Mais avant ça je me suis dit ok je vois autre chose et donc là je pars dans un cabinet où je fais de l'expertise judiciaire et de l'arbitrage international, expertise de partie, expertise judiciaire, arbitrage international. Et c'était des missions, vraiment c'était ces missions-là que tu recherchais? Ouais. Et comment tu fais pour trouver un cabinet qui fait ce type de mission-là? Parce que c'est quand même pas... Bah, c'est court tu pas tapes les sur rues. internet, Ouais. sur Google. notre ami Google, cabinet, expertise judiciaire, expertise financière, expertise de partie, et puis t'analyses. Et en fait, je connaissais à l'époque, j'avais rencontré une personne, mais je crois que c'était, je sais plus comment je l'avais rencontré, un événement de l'annexe. Je crois que je venais de commencer l'annexe. Ah, t'as loupé un épisode alors. Tu nous as pas dit que t'étais rentré à l'annexe et... Mais je sais plus exactement quand est-ce que c'est en vrai, je vais pas te mentir. C'était en 2018-2019, ça devait être en parallèle, ouais, c'était les débuts quoi. Et je l'avais rencontré à un événement, je sais plus où. Je lui envoie un message et du coup, je sais qu'il faisait un peu d'expertise judiciaire et malheureusement ça se fait pas. Je me dis bon, tant pis, c'est pas grave et je persévère. Et du coup, oui, c'est ça, c'était à l'annexe. Je venais de rentrer à l'annexe, c'était en 2018. Je suis rentré à l'annexe en 2018. À l'époque, en fait, fin 2017, j'avais assisté à une conférence de l'annexe. J'étais juste membre, enfin adhérent. Je trouvais ça intéressant et du coup j'ai été voir à la fin de la conférence le président en lui disant bah, comment on fait pour s'impliquer quoi, ça m'intéresse. Il m'a dit bah viens, ça tombe bien, dans je sais pas 2 semaines, 3 semaines on a des discussions pour voir comment est-ce qu'on fonctionne sur l'année prochaine, viens et si tu veux faire partie du bureau manifeste-toi. Et j'avais dit bah ok allons-y. Et tu donc, peux expliquer ce que c'est l'annexe? Ouais bien sûr. L'annexe c'est Association nationale des experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires et étudiants en comptabilité. Grâce à Nathan notamment, enfin ça existait avant mais si tu nous entends Nathan, il a pas mal bossé, ouais. Bravo Nathan là-dessus. En gros, l'annexe ça aide les étudiants en comptabilité principalement à partir du DSCG. Je crois qu'on fait pas trop de DCG encore aujourd'hui, c'est principalement DSCG et surtout le DEC. On accompagne les étudiants dans la réussite de leur diplôme sur des préparations en complément de ce qui se fait à l'école, de ce qui se fait en cours du soir ou autre. On essaye de faire des conférences intéressantes sur l'évolution de la profession, la digitalisation. En ce moment, tu as des sujets RSE, impact, big data, etc., etc. Même si big data c'est un peu passé, mais gestion de la data quoi. Donc il y a toute cette partie là et après il y a un peu une partie aussi partenaire avec qui on travaille qui nous parle de sujets un peu plus spécifiques. Où on va parler par exemple d'une optimisation au niveau de la gestion de la trésorerie d'une entreprise, gestion de la trésorerie excédentaire, ou comment travailler le marketing de ton cabinet. Donc en fait c'est assez intéressant parce que tu lis l'utile, la préparation au diplôme et la réussite des diplômes, à l'agréable, la compréhension de l'évolution de la profession. Et à l'agréable aussi parce que souvent il y a des petits cocktails, on rencontre des gens pour échanger. C'est ce que j'allais dire exactement. Et surtout le plus agréable, la création d'un réseau, des gens avec qui tu vas échanger, qui sont dans des cabinets, potentiellement en entreprise, parce que tu peux faire une partie de ton stage en entreprise, ton stage d'expertise comptable. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, qui prend du temps, c'est une implication supplémentaire, mais intéressante. Et donc j'avais rencontré cette personne-là, j'avais passé un entretien avec elle, il recherchait quelqu'un qui faisait de l'audit et un peu d'expertise judiciaire, j'avais fait un peu d'audit, et j'avais fait un peu d'audit d'acquisition mais pas assez à leur goût, j'avais pas fait 2-3 ans en cab d'audit, j'avais dit bon c'est pas grave, et du coup j'avais continué un autre event, j'étais avec un cab de recrutement et je leur disais bah voilà moi ce que je veux faire c'est ça, et ils m'ont dit bah attends envoie ton CV, on a 2-3 câbles qui sont à fond qui recherchent des gens, ça peut passer quoi, et j'ai dit ok très bien allons-y. Donc je passe mon CV, je passe les entretiens, ça se passe plutôt bien. Changement d'ambiance parce que mine de rien dans le cabinet où j'étais avant, alors bon, chez le Big en termes de tenue vestimentaire ça allait à peu près. En général t'étais en chemise quand même et vendredi t'avais un peu Friday wear, mais ça passait, t'étais plus obligé d'avoir le costard cravate tous les jours. Quand je suis arrivé chez John, alors là, c'est pas, je faisais ce que je voulais, tu t'habillais bien, mais c'était en ambiance start-up donc tu pouvais venir en t-shirt du moment que t'étais sapé correctement et que tu savais te présenter face à un client et parler correctement. C'était pas gênant, et à la limite quand il y avait des clients tu mettais une petite chemise histoire d'eux quoi, en fonction du client, mais ça allait. Pareil dans l'autre cabinet c'était tranquille, et alors là changement d'ambiance, costard cravate tous les jours.
Donc bon, je me dis bon, ok, si c'est les jeux, c'est les jeux. S'il faut faire ça pour pouvoir profiter d'avoir des missions hyper intéressantes et de découvrir autre chose, allons-y. Et donc j'y vais. Et à l'époque, on est fin 2018. Je m'implique de plus en plus à l'annexe en parallèle. Je trouve ça intéressant. J'organise des événements. J'organise le tournoi de foot de l'annexe où on avait genre une dizaine d'équipes, trop content. C'est énorme. 150 personnes réunies, ouais, c'est top, tu vois, genre super événement. On fait d'autres types d'événements. Bon, bref, assez impliqué, j'aime bien et je veux continuer à m'impliquer. En parallèle de ça, je suis élu vice-président du bureau national en septembre 2018, je crois. Je savais pas que tu avais été au national. Ouais, j'ai fait membre du bureau à Paris, enfin en Ile-de-France. Ensuite, je suis monté au national pendant quasiment 2 ans, 2018, 2019, 2019, 2020. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Non, alors, je sais plus. Si, je crois le Covid, rappelle-toi, pendant le Covid, t'étais national si, pendant le Covid, j'étais national, mais du coup, c'était peut-être 2019. Peut-être que je saute. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Mais donc, toujours est-il que en fait, je m'implique et je deviens vice-président national au moment où je rentre dans ce cabinet-là. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, j'étais prêt à m'impliquer pour le cabinet, mais j'avais aussi mon implication par ailleurs. Et donc, je voulais mixer les deux. Quand t'es au national, il me semble que t'as une journée par mois. Alors, t'as un samedi par mois où t'as une réunion de bureau, quoi qu'il arrive. Et après, en dehors de ça, tu as des interventions ponctuelles où tu vas voir, parce qu'en fait, tu es référent de plusieurs régions. L'annexe fonctionne avec différentes sections au niveau de la France, tu as 22-24 sections. Et quand tu es au national, tu es référent de 2 ou 3 sections minimum. Tu vas un peu les voir de temps en temps sur un événement phare qu'ils font pour au moins prendre des nouvelles, tu échanges avec eux. J'organisais quand même encore des événements au niveau d'Île-de-France, même si j'organisais un peu moins, mais j'en organisais de temps en temps. Donc j'avais une implication qui faisait que parfois ça m'arrivait de pas finir trop tard, parfois ça m'arrivait de finir un peu plus tôt même pour organiser des événements, des buffets, des cocktails, ou du moins préparer le buffet et le cocktail après l'événement, parce qu'il fallait gérer la logistique, ramener à manger, à boire, etc., préparer la salle. Et donc je voulais concilier les deux. Et le cabinet où j'étais avait un fonctionnement assez à l'ancienne, mine de rien, où l'idée c'était tu viens en costard quasiment cravate, à la fin j'avais entombé la cravate, je le faisais mais je sentais que c'était pas apprécié, et il fallait que tu vives pour le cabinet, c'est à dire qu'une fois je me suis retrouvé dans le bureau de l'associé sur un dossier où effectivement il y a eu un petit couac mais il n'y a eu aucun problème, mais juste c'est vrai que le vendredi soir on devait rendre deadline dernier truc, et sur la dernière annexe, pour te dire c'était un rapport qui faisait au moins 50-60 pages, il y avait, parce que c'est des gros rapports quand tu fais de l'expertise judiciaire et de l'arbitrage, il y avait une quinzaine d'annexes, et sur une des annexes, il y avait une ligne qui allait pas. Ok, fine, c'est ma faute, entre guillemets, c'est moi qui gérais le dossier, je suis responsable, très bien. Et donc, il a fallu réimprimer en urgence, dire aux avocats, attendez, excusez-nous, faites attention, c'est pas la dernière version, il faut ajuster. Un petit coup de stress, quoi, des dernières minutes. Et dans la semaine, j'avais organisé un buffet où j'étais parti à 18h un soir. Semaine d'après, l'associé me convoque dans son bureau et me dit, écoute, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Quand on a un dossier avec des closings comme ça, il faut que tu vives pour le cabinet, soir et week-end, il n'y a plus rien qui compte. Et bon, moi j'ai dit ok, très bien, okay, j'allais pas à lui dire non, jamais, c'est pas comme ça, mais dans ma tête, je me suis quand même dit bon, c'est pas ma manière de faire, je veux pas du tout fonctionner comme ça, et je me vois pas rester dans un truc comme ça. Donc ça se ressentait un peu dans ma manière d'être, et donc au bout de 6 mois, fin de période d'essai, petite anecdote, le jour même, je discute avec ma collègue de bureau qui était devenue une copine que je vois encore de temps en temps. Je lui dis écoute, franchement, je sais pas si je veux rester dans ce cabinet. Je me vois pas trop rester, c'est la fin de ma période d'essai, sauf que, je vais être tout à fait transparent, si j'arrête moi ma période d'essai, j'ai pas le chômage, j'ai rien, c'est la galère. On était en février 2020, je savais pas qu'il allait y avoir le Covid. Il me convoque dans son bureau le jour même, l'après-midi, et il me dit bah écoute Julien, ça s'est pas mal passé entre nous, mais on était mi-février, parce qu'il y a 2 semaines de délai avant d'annoncer la rupture de la période d'essai. Il me dit mais voilà, on va pas continuer ensemble. Je dis ok, bon très bien. Il me dit bon, j'espère que tu comprends, voilà, on n'a pas la même mentalité. Je lui dis oui, effectivement c'est vrai. Et sur le coup ça me fait un peu un petit choc, même si le matin même, mais c'est marrant comment l'inconscient fonctionne, l'ego mine de rien fonctionne. Le moment où j'apprends ça, je suis un peu vexé. Je me dis bon putain, quand même le mec il a rompu ma période d'essai quoi. Qu'est-ce qui va pas, c'est quoi l'histoire, alors que je savais très bien vu que moi-même je voulais pas et je me posais des questions. Et après tu réfléchis et tu te dis en fait c'était le mieux.
2 jours après, j'étais content. Et donc j'allais au bureau, j'étais content. Et dernier jour, et ça m'a un peu choqué, dernier jour, il me dit, bah voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Je lui dis, bah moi j'ai le sentiment de devoir accompli. Parce que en fait, ce fameux dossier où il y avait eu le petit couac là sur la dernière page, où ils m'ont mis toute la responsabilité, ils m'ont dit c'est à toi de gérer le dossier, etc. On avait eu 80%, je crois à peu près, de la demande qui avait été faite. Nous on était en gros, on demandait un remboursement de préjudice sur un préjudice subi par notre client, et on avait obtenu 80% du montant demandé. Chose qui était apparemment, je suis pas un expert dans le domaine, mais assez énorme, et qu'ils avaient jamais obtenu dans aucun dossier. Et le directeur de mission avec qui j'avais piloté la mission était tout fier de me dire ça. Du coup, moi je dis ça à l'associé. Je lui dis, bah, moi j'ai le sentiment de devoir accompli, j'ai fait une grosse mission que j'ai un peu pilotée, il y a 80% du montant qui a été obtenu. Je pense que j'ai fait, enfin, tu vois, j'ai fait du bon boulot, quoi. Et là, il est un peu vexé lui aussi dans son ego, donc j'étais content, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, qui me dit, ouais, mais t'as été aidé quand même, enfin, t'as été supervisé, t'étais pas tout seul, quoi. Je lui dis, oui, effectivement, mais c'est quand même moi qui ai géré la mission, quoi. Et donc, bon, ça se passe pas mal, ça finit, c'est terminé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On est en février 2020. Dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, ça tombe bien, j'ai le chômage. Je venais de finir mes 3 ans de stage parce que j'avais démarré en janvier 2017 et je finissais du coup 2017, 2018, 2019, donc fin 2019, début 2020. Je me suis dit, je vais me concentrer sur mon deck. Je vais bosser à fond, je vais voir si je peux essayer de développer un peu à côté par ailleurs du conseil ou je sais pas quoi. Et je vais me concentrer sur mon deck. Je vais, il me manque 1 ou 2 rapports, je vais finir mes rapports, je fais ma notice, je prépare les trucs. Il me manquait des formations que j'avais pas faites en audit parce que je m'en étais pas occupé pendant mon stage, je les ai rattrapées. Je rattrape tout, quoi. Et en parallèle, ça a été la période la plus intense de ma vie, quasiment. Ouais, non, je pose pas mal aussi. Ça a été assez intense. En parallèle, je commence à donner des cours dans des écoles pendant le Covid. Donc, j'ai jamais donné de cours de ma vie. Je commence à donner des cours en distance, enfin à distance en visio. Je commence à préparer des programmes pour ProConta. Et comment ça se passe? Tu dis que tu commences à donner des cours. C'est les écoles qui viennent te chercher? C'est toi qui les contactes? C'est un jeu de circonstances que j'ai provoqué, comme on dit, on provoque la chance. Quand j'apprends que ma période d'essai va être rompue, je me dis ok, très bien, je vais me prendre du temps pour moi. Et je me dis, bah, je vais quand même essayer de trouver des revenus complémentaires, faire des choses qui m'intéressent. Et j'aime bien enseigner. C'est quelque chose que j'aime bien, transmettre le savoir, avoir le sentiment d'aider les gens et de les faire évoluer. Donc j'en parle autour de moi, aux gens avec qui j'étais à l'annexe notamment, qui me disent, bah attends, ça tombe bien, tiens, on a des écoles, parce qu'il y en avait qui étaient déjà enseignants, on a des écoles qui recherchent des étudiants, si ça t'intéresse, enfin des intervenants, si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation. Bah ok, très bien, vas-y. Donc je fais les premiers échanges, je suis assez transparent avec eux, je leur dis, bah voilà, effectivement, j'ai pas enseigné, mais j'ai déjà fait ça dans ma jeunesse, j'ai fait ça de cette manière-là, à l'annexe j'organise des formations, etc. Donc je m'appuie un peu sur l'annexe quand même, et donc je suis intéressé. Ils m'ont dit, bon bah allons-y, ça peut être bien d'avoir des jeunes comme vous, un peu dynamiques, qui ont envie d'expliquer des choses différentes et d'avoir une approche différente du métier. Je dis, bah ok, top, super. Et donc là je me mets à enseigner, j'enseigne intégration fiscale, fiscalité des entreprises, fiscalité des particuliers, consolidation. C'était lieu 1 de droit DSCG alors non, même pas, c'était dans des écoles en licence et en master 1. J'avais fait les deux, ouais, de la licence et du master 1, des licences finance, licence compta et master 1, ouais, gestion des entreprises. Et la conso, c'était chez ProConta, donc c'était pour le cadre du DSCG, là pour le coup. Et t'en as jamais fait, et comment l'expérience, alors ça te plaît? Bah, alors, expérience assez mitigée, parce qu'on était en visio, parce que la visio, c'est pas évident, que quand on n'a jamais fait en tant que prof, bah, c'est encore plus compliqué, et du coup, sur 20 élèves, t'en as 2 ou 3 qui participent au maximum. Donc un peu frustrant. Très content de m'impliquer, de faire des cours, de découvrir ce mode de fonctionnement, ce que c'est que vraiment un peu l'apprentissage, mais un peu frustré parce que tu te dis attends, je fais tout ça pour ça, quoi. Et j'ai 2-3 personnes qui me répondent, j'ai l'impression que tous les autres ils s'en foutent, ils écoutent pas, tu les relances, ils rebondissent pas trop, donc un peu frustré. Et la partie pro contact était assez intéressante, où beaucoup de préparation, parce que du coup beaucoup de support, de présentation, mais j'aimais bien, ça m'amusait d'enregistrer des cours et de faire des lives avec des gens. Et du coup là c'est pareil, c'est au cours de circonstances, enfin c'est eux qui te contactent. Même format. Ils recherchaient quelqu'un en conso, une personne que je connaissais me disait bah tiens, ça peut t'intéresser, si ça t'intéresse, vas-y. Je fais un entretien avec eux, je fais un premier cours de test. Ils me disent ok, tu passes super bien, à la caméra, c'est cool. Donc bah si ça te dit, on fait la suite. Moi j'avais du temps libre, je dis vas-y, top, très bien. Et en parallèle, j'avais 2-3 missions de conseil où des anciens clients avec qui j'avais gardé le contact, avec qui ça se passait bien, où je faisais du conseil un peu sur du reporting financier, du conseil un peu à de la DAF.
que je faisais un petit peu, quoi. C'était genre 2 jours, deux jours par mois, quoi. Mais j'étais bien, quoi. J'avais créé une boîte, je facturais avec ma boîte. À côté, j'avais le chômage parce que j'étais rupture de période d'essai. Je préparais mon deck, donc assez intense, mine de rien, une des premières périodes assez intenses, mais hyper stimulante. Et là, en gros, une question se pose. C'est bon, c'est sympa, c'est marrant, c'est cool, mais qu'est-ce que tu fais après? Parce que en théorie, tu peux avoir ton chômage pendant 1 an, mais c'est pas quelque chose que j'aime. Je m'étais dit, je me fixe maximum jusqu'à. J'ai démarré en mars, avril, mai, juin, voilà, 4 mois, c'est ça. Jusqu'à juin, et après tu fais autre chose, quoi. C'est comme ça, tu finis toutes tes obligations jusqu'à fin juin. Fallait que je rende ma notice en mai pour pouvoir déposer le mémoire en août, même si je l'ai déposé un peu plus tard, parce que je l'ai pas fini à temps. Mais je me dis, voilà, tu fixes pas plus, c'est bien. Et à côté, je bossais, enfin, j'étais à fond, quoi. Et en parallèle, je me dis, bon, 2 possibilités. Soit tu passes ton diplôme en novembre, parce que tu finis ton mémoire en août, et donc commence à faire mes calculs de ça, bon. Passe ton diplôme en novembre, tout se passe bien, tu cartonnes, tu démarres début janvier 2023 ta boîte. Mais ça veut dire qu'entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à faire des cours, tu fais que des cours, c'était la période Covid, moi je voulais pas faire que des cours en visio, ça me saoulait un peu. Il faut essayer de trouver du conseil, mais je savais pas trop comment faire. Ou sinon, tu te fais une dernière expérience. Et là, je me suis dit, ça y est, cabinet, j'ai vu. Bon, j'aime bien, c'est intéressant, je pense que j'y reviendrai. Mais là, j'ai plus envie de faire de cabinet à proprement parler. Va voir du côté des startups. Parce que tu as vu la digitalisation, tu as vu ce qui était intéressant. Et donc là, on est en mars-avril 2020. L'IBO vient de lever 4 millions. Ils ont fait un seed. Je me dis, tiens, intéressant, c'est dans le domaine de la comptatech. L'IBO, c'est ça? Je précise l'IBO. L'IBO, startup qui fait en gros de la gestion de paiement pour le compte d'entreprise, qui facilite tout ce qui est gestion des règlements parce que c'est assez fastidieux. Il faut imaginer une boîte qui a 300 collaborateurs avec des systèmes de validation entre la personne qui gère les factures d'achat, la personne qui valide les paiements, le directeur qui valide les gros batchs de paiement, et il facilite tout ce process-là. Et je me dis, bon, assez intéressant, mais ils font que la partie gestion des règlements. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je les contacte? Bon, attends un peu, c'est pas grave, vas-y. Pour l'instant, t'as tes cours, t'as ton conseil, t'as des trucs à faire, perds pas de temps. Ok, très bien. 1 mois plus tard, je crois, ou 1 mois et demi ou 2 mois plus tard max, Penny Lane, sort de nulle part, jamais vu auparavant, lève 4 millions d'euros en seed. Et Penny Lane, Comptatech, cabinet d'expertise comptable digitalisé. Tiens, curieux, jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce que c'est? Je vais voir, je regarde, équipe de 7 cofondateurs. Ok, les mecs ont l'air solides, ils ont déjà monté une première boîte qu'ils ont vendue. Profil assez intéressant, équipe vachement diversifiée, 7 associés, avec des gens qui viennent de la tech, des gens qui viennent un peu d'anciens milieux start-up, des gens qui viennent du commerce et un expert comptable. Je dis putain, ça change de ce qu'on voit d'habitude quoi dans la profession. Et là je me dis bah vas-y, ça te coûte rien. Même si tu y vas pas maintenant, vas-y, pose une question et vois comment ça marche. Moi, dans ma tête... Et à ce moment-là, il y a une offre ou est-ce que tu fais une candidature spontanée? Alors, honnêtement, je sais même pas s'il y a d'offre. À ce moment-là, j'étais assez déridé sur ce genre de fonctionnement. J'ajoute les 3 des 7 associés sur LinkedIn et je leur envoie un message en direct. Et je me dis, voilà, ils viennent de lever 4 millions, c'est sûr qu'ils vont recruter. Et c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne digitale. Je corresponds un peu au profil, ou du moins je sais un peu ce que c'est la digitalisation. J'ai fait de la compta pendant 3 ans, même si j'ai fait une pause en expertise judiciaire arbitrage. J'ai fait un peu d'audit et autres. Bon, c'est pas grave. On devrait pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais moi, dans ma tête, j'avais encore la possibilité de me dire, je bosse entre guillemets un peu en free, ou je fais du mi-temps, je fais des trucs à côté, quoi. Parce que j'avais un peu découvert ce goût de l'indépendance. Et donc, bon, j'échange avec eux. On passe un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens. Super vite, ça se passe très bien. Ils me challenge un peu, c'est normal. Et donc quand on échange, moi je leur dis au début, je leur dis bah est-ce que c'est possible pour vous de bosser à mi-temps ou comment est-ce qu'on peut fonctionner, parce que moi j'ai des activités à côté et j'aime bien ça quoi, tu vois. Et moi dans ma tête je veux monter mon cabinet plus tard. Et là ils me disent gentiment, c'est une fin de non-recevoir. Écoute, nous c'est salarié, c'est des temps plein, et à la limite si tu veux, tu peux faire quelques cours, tu peux continuer un peu les cours, mais un certain nombre limité, pas plus quoi. Parce que l'environnement startup, quand tu veux te développer ultra vite, donc tu as besoin de gens qui sont à 100%. Ouais, bien sûr, c'est normal. Et puis parce que quand tu veux quelqu'un au début, tu démarres. À l'époque, ils étaient,
Je crois que quand moi j'ai passé l'entretien, il devait être maximum 20. Ouais, max, on était en avril, quoi, avril 2020. Donc il venait de lancer officiellement depuis un mois, 2 mois. Enfin, il venait de lancer, quoi, c'était tout frais. Et donc il devait, ouais, une vingtaine, je pense, grand max. Ils veulent pas prendre quelqu'un à mi-temps, commencer à galérer. Enfin, je comprends, en vrai, je me mets à leur place, je comprends. Et c'est pour ça que quand ils m'ont dit ça, j'ai dit ok. Et donc, mais je leur dis par contre, voilà, je leur dis la seule chose, c'est je peux démarrer que en septembre. Parce que je préfère d'abord finir toutes mes obligations, tout ce qui est stage deck, etc., finir mon mémoire. Donc je démarre en septembre avec Penny Lane, super expérience, aucun regret, je pense que j'ai très bien fait de passer par là. Juste ton mémoire, du coup, comment t'avais trouvé ton thème, sur quoi t'as fait? Alors, mon mémoire c'était une grande galère. Ah ouais. C'est un peu long, hein. Non, t'inquiète. Non, ça va. C'est le but, hein. Ouais. Mon mémoire, une grande galère parce que justement, vu que j'ai eu plein d'expériences différentes, je savais pas trop sur laquelle me concentrer. Je suis passé par différentes phases. Pendant un moment, je voulais le faire sur l'évaluation des clubs de foot avec la valorisation de l'immatériel. Je me suis rendu compte que c'était assez complexe et que j'avais pas assez de connaissances là-dessus. J'allais pouvoir le faire, mais beaucoup de boulot. Quand tu dis l'immatériel, c'était quoi par exemple? C'est la valorisation de la réputation, parce qu'un club de foot c'est aussi une réputation. La valorisation potentiellement des joueurs, même si normalement les joueurs c'est des contrats et que c'est fait assez spécifique. T'as le contrat qui est immobilisé et la masse salariale qui est en bas. Mais enfin, t'as plein de choses en fait dans un club de foot. C'est assez complexe in fine, un club de foot quand tu y réfléchis au global. T'as la notoriété nationale, internationale, tout ce qui est merchandising, le potentiel, les pubs, enfin plein de choses pour valoriser un club de foot. Et donc je trouvais ça vachement intéressant, parce que le domaine m'intéressait, les vals m'intéressaient, l'immatériel m'intéressait, et le foot m'intéressait. C'était quelque chose que t'avais vu dans un des cabinets ou pas du tout? Non, pas en particulier. J'avais fait de l'éval, forcément, parce qu'en fait, quand tu fais de l'expertise judiciaire et de l'arbitrage, tu fais soit de l'évaluation de ce qu'on appelle de préjudice, dans le cadre de contentieux, ou soit de l'évaluation d'entreprise. J'avais fait un peu des deux pendant mon cursus là-bas. Donc j'avais fait de l'éval, j'avais aimé ça, et j'en avais fait un peu avant déjà, dans le cadre des audits d'acquise, même si tu fais pas vraiment l'éval, tu vois un peu ces genres de sujets. Mais j'avais pas touché à ça du tout, quoi. Mais ça m'intéresse, j'en parle, on me dit ouais c'est super, mais c'est compliqué. Ok, bon très bien, effectivement. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que je fais un truc sur l'arbitrage? Parce que j'étais dans le cabinet. Bon, l'arbitrage, au final, rupture de période d'essai, je me dis allez, passons à autre chose. Et donc là, j'étais un peu à sec. Et je me dis, bon voilà, prends du recul, t'es tout seul, entre guillemets, au chômage, même si tu bosses par ailleurs, et t'es chez toi pendant le Covid, qu'est-ce que tu fais comme sujet? Et là, je me suis dit, il y a un truc que j'aime bien, et puis j'ai un copain qui avait fait un truc, alors pas tout à fait pareil, mais qui était un peu similaire sur la partie commissariat aux comptes, avec les évolutions de la loi Pacte, etc. Sur tout ce qui est gestion du commercial au sein d'un cabinet. Et moi je me dis, bah attends, c'est vrai qu'au final, tous les cabinets où je suis passé, il n'y a pas vraiment de commercial dans les cabinets. C'est quelque chose qui n'est pas très structuré aujourd'hui dans les cabinets. Non, mais c'est vrai que en fait, quand j'y avais jamais pensé, enfin, tu vois, j'ai conscience qu'il n'y a pas vraiment de compétences commerciales comme marketing en général dans les cabinets, Ouais. mais j'avais jamais réfléchi au fait que normalement, enfin, en théorie, dans toute entreprise, tu as un service commercial et tu as des commerciaux qui sont là pour vendre, et c'est vrai qu'en fait, en cabinet, t'as jamais de commerciaux. En cabinet, t'as pas, et au-delà même du fait que t'as pas de commerciaux, t'as pas vraiment de formation des gens sur la partie commerciale. C'est les experts comptables qui apprennent un peu sur le tas, avec du bouche à oreille, et qui se forment un peu à leur manière, quoi, à leur sauce. Mais t'as pas trop de transfert de savoir et de formation sur ce genre de sujet pour les collaborateurs. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est un sujet que je trouve intéressant, comment développer les compétences commerciales des collaborateurs, et je l'ai fait sous un angle, c'est pour développer tout ce qui est prestation de conseil. Parce que c'est des choses qu'on a mis en place, avec la loi Pacte, on a eu une ouverture d'émissions, même si ça avait déjà fait avec la loi Macron à l'époque, t'avais les honoraires au succès qui ont été mis en place, recouvrement de créances clients, etc., etc. Donc je me dis, bon, et t'as les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels qui permettent de faire de nouvelles choses, l'IBO, le paiement des factures fournisseurs, récit banque digitalisation, etc., etc. Et donc je me dis, bon, tiens, c'est un sujet intéressant, j'en parle, tout le monde me dit, ouais, ok, sujet cool, compliqué, parce que t'es sur du soft skills, il faut que tu sois capable d'aller en profondeur et de parler de bons sujets, mais sujet intéressant. Je me dis, bon, allons-y, cool. Je fais ma notice dessus, et au final, donc j'avance dessus, mais pas assez, donc j'arrive pas à le rendre fin août, j'avais fait à peu près la moitié seulement, je m'étais octroyé des vacances, j'avais pas été assez à fond, parce que dans ma tête je m'étais dit si je fais 6 mois plus tard, c'est pas très grave. Donc il y avait un peu ce truc là qui était mauvais élève au mois pour le faire fin août, quoi. Et en parallèle j'arrive chez Penny Lane début septembre, et là, rien à voir. Service commercial en interne,
mode de fonctionnement complètement différent, un cabinet qui a rien à voir avec le cabinet classique, quoi. Une vraie entreprise en fait, et pas un cabinet à proprement parler. Un cabinet en format entreprise. Et là je me dis putain, ça fait vachement écho avec le mémoire, hyper intéressant, et donc je m'inspire de pas mal de sujets sur la partie développement des compétences commerciales, sur la partie vraiment commerciale, parce qu'en gros il y avait 3 parties, une partie revue de tout l'écosystème sur l'ouverture aux prestations de conseil, avec la loi Pacte, avec la loi Macron, avec les honoraires de succès, comment tu les mets en place, l'impact avec la déonto dans les lettres de mission, les clauses à intégrer, etc. etc. Une partie nouveaux outils, qu'est-ce que tu peux utiliser, une partie un peu implication des collaborateurs dans le cabinet pour les faire développer le conseil, parce que si tu les impliques pas, ils vont pas développer le conseil pour tes beaux yeux, quoi. Et donc, peut-être une part variable dans les missions complémentaires, parce que en général c'est ce qu'on voit dans les rémunérations des commerciaux classiques, il y a forcément une part variable pour te booster entre guillemets à signer, tu vois. En fait, il y avait plein de choses. Il y avait la diversité, il y avait l'intrapreneuriat que j'ai un peu évoqué, le fait de réfléchir à des nouvelles offres à proposer et d'impliquer les collaborateurs dedans. Il y avait, alors bon, ça j'ai pas été assez au bout, et sinon je pense que j'aurais une meilleure note. J'ai eu 12, bon, c'est très bien, mais j'ai voulu mettre en place un serious game pour former les collaborateurs. Mais bon, développer un serious game et ce genre de choses, bon, je voulais pas non plus mettre 10 000 euros pour un mémoire. Donc j'ai un peu imaginé comment est-ce qu'on pouvait faire le serious game, mais j'ai pas non plus tout créé, la fiche technique, etc. Mais un peu l'intérêt de le e-learning, c'est bien, mais c'est pas interactif. Le serious game, tu vas plus loin et ça fait le lien un peu avec les jeux de rôle que tu peux faire en pratique. Et ouais, t'avais l'intrapreneuriat, t'avais la mise en place de variables, bien évidemment, t'avais le fait de dédier des collaborateurs à ce genre d'activité ou allouer une partie de leur temps, parce que bon, mine de rien, ça prend du temps, c'est pas un truc que tu fais en plus. T'avais une partie éventuellement, si les collabs ramènent des clients, mais ça fait un peu partie de la variable, un truc d'apport d'affaires, quoi. Donc, t'as un peu tous ces sujets-là, et t'avais aussi surtout la formation aux techniques commerciales. Techniques de vente, argumentaire de vente, réponse aux objections, fiche client, vraiment une approche commerciale que t'as quand t'as une boîte et que t'es un commercial, quoi. Et que t'as un département commercial. Et, donc, et ça, du coup, t'as dû te former aussi, toi, indirectement à ces sujets-là. Ouais, complètement. J'ai acheté des bouquins, j'ai lu, enfin, et du coup, moi, je me suis dit c'est top. Parce qu'en même temps que je vais faire mon mémoire, je vais apprendre. Donc j'ai fait les deux, c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs, je me suis cultivé, j'ai échangé pas mal avec l'équipe commerciale de Penny Lane, alors qu'à l'époque, moi, j'étais sur la partie manager compta, parce que Penny Lane, à l'époque, était un cabinet d'expertise comptable digitale, avant d'être aujourd'hui un truc purement logiciel SaaS, production comptable et pilotage pour les clients. Et du coup, là aujourd'hui encore, parce que bon, on est à Station F, j'en parlais avec un commercial qui était là au tout début quand je suis arrivé, qui était déjà là. Il m'a dit, quand t'es arrivé chez Penny Lane, t'étais le premier à rentrer dans le bureau des équipes commerciales et à dire, bon, ça il faut modifier, ça va pas, ça comment est-ce qu'on fait, ces clients-là on peut pas en prendre, au niveau des honoraires il faut augmenter les honoraires, le discours commercial c'est ça, est-ce qu'on peut vendre des prestations complémentaires, enfin quelque chose qui m'intéressait, quoi. Je trouvais ça drôle, marrant, et je me disais c'est génial parce qu'on peut le faire ici. Et donc je lis l'utile à l'agréable, je suis chez Penny Lane début septembre, ça se passe très bien, je fais mon mémoire en parallèle, je le finalise pour fin février pour passer le mémoire en mai. Entre temps j'ai passé les écrits en novembre que j'ai validé les deux, grâce à l'annexe en grande partie, parce que du coup j'ai fait les formations de l'annexe moi-même, j'étais président de l'annexe, non je sais plus si j'étais président. Si, t'étais président Île-de-France. Ouais, mais j'étais président, je crois, en 2021, si je me trompe pas, parce qu'on est en 2022. En 2021. Et moi, je passe mes épreuves en novembre 2020. Donc, j'étais pas encore président. Et donc, je fais les formations sans être président. Ce qui est bien, comme ça, t'as pas la galère. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que souvent, tu sais, j'ai des questions, comment ça se passe le stage deck, il faut trouver une école, etc. Mais en fait, c'est un fonctionnement qui est totalement différent. Enfin, quand on est en stage, on est d'abord salarié. Ah oui, ouais. En fait, moi, le stage deck, et d'ailleurs, je sais pas si on va continuer à appeler ça stage deck, parce que il y a eu, ou du moins, il y a une évolution qui est en train d'être mise en place au niveau du nom. On appelle ça stagiaire expert comptable, ou on appelait ça stagiaire expert comptable. Maintenant, on va appeler ça expert comptable mémorialiste. Et donc, peut-être que ça s'appellera plus stage à proprement parler, parce que c'est un abus de langage. C'est un peu plus comme de l'internat en médecine. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es salarié d'un cabinet, minimum 2 ans, et tu peux faire 1 an en entreprise ou 3 ans. Sachant que ces 3 ans-là, pour ceux qui veulent le faire, tu peux le faire en Europe, au sein de l'Union Européenne, pendant les 3 ans, tu peux. Ou 1 an à l'international et 2 ans en France. Donc c'est assez diversifié, mine de rien, ce stage, entre guillemets. Et en fait, tu es salarié dans un cabinet ou dans une entreprise, et tu as juste 4-5 jours de formation à l'année,
dans l'ordre duquel tu dépends pour apprendre tout ce qui est déontologie, réglementation, et en fait te former sur ce que je trouve assez important quand même, l'aspect un peu prise de recul et esprit critique quand tu deviens professionnel et que tu engages ta signature. Parce que mine de rien, quand tu deviens expert comptable, c'est toi qui signes des comptes, s'il y a une responsabilité, on peut t'attaquer. Et moi, j'ai des experts comptables avec qui j'ai discuté, qui ont été au tribunal pour défendre leurs clients, qui ont été en garde à vue parce qu'il y a des clients qui avaient fait des grosses fraudes, et ben mine de rien, tu peux être attaqué pour abus de complicité. Donc tu as des vrais enjeux, et c'est important de les avoir en tête. Donc c'est bien d'avoir ce stage, entre guillemets, ou d'avoir cette formation sur la déonto, pour comprendre les enjeux là-dessus. Et savoir ce que t'engages comme responsabilité quand tu deviens expert comptable. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve la suite du parcours de Julien. Il nous explique quelles sont les missions en fusion-acquisition et comment s'y former, mais aussi comment gérer son temps perso quand on a une vie bien remplie. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h